Bonsoir à tous et toutes. Je me présente Stéphane Schex, directrice du Cœur des Sciences. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette soirée. Ce soir, ça va être Science et émerveillement. On aime bien au Cœur des Sciences vous raconter des histoires. Et ce soir, on a réuni toute une belle palette d'acteurs qui vont vous raconter une aventure vraiment incroyable. Avant, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Nous allons commencer la soirée en dévoilant les gagnants du concours Regard sur le fleuve. Vous avez déjà Regard sur le Saint-Laurent, ça commence bien, je me trompe de titre. Donc, vous avez déjà vu plusieurs photos défiler derrière moi. On va vous dévoiler les gagnants ce soir. Et puis, par la suite, on aura une conférence et là, on va vous raconter l'histoire donc de l'épave du Scotsman. Après la conférence, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. De chaque côté de la salle, vous avez des micros, donc il vous suffira de vous lever et de parler au micro, donc des questions claires, courtes, brèves, en tout cas, pour qu'on puisse passer le plus de monde possible. Pour terminer, je vais remercier nos partenaires. Donc, un des grands partenaires du Cœur des Sciences, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Innovation. Et le partenaire de ce soir, le réseau Québec Maritime, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ce bel événement. Oui, vous pouvez applaudir. Vous avez peut-être vu en arrivant qu'il y a un petit kiosque dans le corridor, donc n'hésitez pas, même après l'événement, à aller voir les photos qui sont exposées, puis à aller discuter avec les gens du réseau Québec Maritime. Bonsoir tout le monde. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Danny Dumont. Je suis professeur-chercheur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Je suis aussi, comme Viridiana l'a dit, directeur du réseau Québec Maritime. Et donc, j'en profite aussi pour remercier le Cœur des Sciences de nous avoir permis d'organiser ça. C'est un événement assez spécial pour nous. Donc, je vais être conférencier en partie, mais avec une équipe. Et je vais me faire aussi un peu l'animateur, en gros. Donc, il se peut que je donne la parole à mes collègues à certains moments venus. Donc, je disais que c'est un moment spécial parce que c'est une rencontre entre nous, donc dans le cadre d'un projet, de multiples projets, en gros, qu'on a construit et élaboré ensemble, et qui va porter notamment sur le Scotsman, bien sûr. Mais on est finalement répartis tout au long du Saint-Laurent, donc de l'Outaouais, Daniel qui n'est pas présent ici, mais de l'Outaouais jusqu'à Rimouski, au Bic, et même à Matane, en gros. Je voulais mentionner le Bic parce que je suis content que vous ayez vu de belles images du Bic. C'est là qu'on va vous transporter ce soir notamment. Donc, avec cette conférence du Scotsman. Donc, je vais présenter tout à l'heure, au moment venu, les conférenciers qui, soit dit en passant, ont des expertises extrêmement éclatées, très différentes. Donc, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est le fruit d'un projet. Évidemment, on va parler du Scotsman, mais c'est le fruit d'un projet qu'on a appelé « Voir la mer ». Et qui est, donc ça c'est le titre long, donc c'est un projet de recherche qui vise à cartographier, inventorier, modéliser, visualiser les ressources archéologiques du secteur du Bic maritime. Donc, on va être vraiment dans le cœur du Bic. Et je tiens quand même à souligner que, oui, c'est financé par le réseau Québec Maritime. Ce n'est pas une question de financement ici. C'est une question que ce qui a permis la réalisation de ce projet-là, que vous allez voir extrêmement éclaté, qui permet d'amener plusieurs disciplines ensemble, à travailler ensemble, bien, ça a été permis par, justement, un programme de financement qui invite les chercheurs à travailler ensemble, à sortir des fameux silos et de voir les problèmes, les enjeux d'une manière beaucoup plus éclatée. Et donc, ça nous amène à sortir de notre zone de confort. Et c'est vraiment ce qu'on a fait, chacun de nous. On est sorti dans une zone de confort en se disant, à beaucoup de moments, qu'est-ce que je fais là? À quoi ça rime? Où est-ce que ça va nous mener? Et c'est un peu, ce soir, je pense, en tout cas, un sentiment qu'on partage où on va constater où ça nous a mené, parce qu'on a eu ce questionnement-là aussi tout au long du projet, si je ne m'abuse. Donc, ce sera l'occasion tout à l'heure de revenir sur les impressions du projet en dernière partie. Voir la mer, c'est d'abord le fruit d'une rencontre entre moi, océanographe physicien, Daniel Laroche, chercheur, donc directeur de l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique, et Isabelle, qui est sur scène avec nous. Et ce que fait le réseau Québec Maritime, notamment, pour faire émerger ces projets-là, c'est d'abord de se faire rencontrer les gens ensemble. Donc, ici, j'ai mis des photos d'ateliers où on invite les gens à créer des idées. Et c'est dans ce genre d'événement-là qu'on a imaginé le projet. Donc, peut-être
déjà, j'inviterai Vincent, parce que Daniel ne peut pas être avec nous maintenant, à lire un message que nous a fait parvenir Daniel là, pour un peu donner son optique du projet. Est-ce que vous m'entendez? OK. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est ça, Daniel Laroche, qui est un des fondateurs de l'IRMAS, n'a pas pu être disponible, mais il m'a envoyé un mot pour vous, dont je le lis. Nous souhaitons, avec cette présentation, démontrer qu'il est souhaitable que les chercheurs en archéologie subaquatique puissent continuer à travailler avec d'autres spécialités de recherche maritime et des technologies numériques. Le champ de l'archéologie subaquatique est singulier, puisqu'aucun programme universitaire québécois ni canadien n'encadre en fait à ce jour cette spécialité. La pratique professionnelle actuelle limite le plus souvent les chercheurs à réaliser des interventions préventives ou de sauvetage. Pour cette raison, il est difficile d'approfondir les recherches, de documenter à fond les sujets qui font l'objet des travaux ou encore tester des hypothèses scientifiques. Donc l'IRMAS a cherché à remédier à ces situations, notamment en participant à ce merveilleux projet avec ses merveilleux collaborateurs. Et cette rencontre de chercheurs et d'archéologues de l'IRMAS, et ceux donc issus des programmes universitaires en océanographie, en géomorphologie, vous verrez aussi de la réalité numérique, la 3D, s'est révélé vraiment un atout, et ça augure vraiment bien de l'avenir. Donc voilà ces mots. Merci. Merci Vincent. Donc, vous l'aurez compris, Vincent et Daniel sont des archéologues subaquatiques, donc qui ont développé leur expertise dans toute une carrière. Donc, Daniel à Parc Canada notamment. Et donc, là, on va vous amener dans le parc du Bic, un peu plus concrètement. Il y aura beaucoup d'images. Hein? Le projet s'appelle « Voir la mer ». Et donc, là où ça a démarré, donc je vous présente un peu le fruit de mes recherches avant le projet « Voir la mer ». Donc, je m'intéresse notamment à ce genre de phénomène, donc la glace de mer. Ici, on voit la banquise en hiver. On est au mois de mars, quelque part, au printemps. Et on y voit donc des vagues qui, vous voyez, qui se propagent dans la glace. Et évidemment, ces images-là nous sont rendues par imagerie aérienne à l'aide d'un drone. Donc ça, c'est une technologie qui nous a permis de faire et qui nous permet encore de faire des grandes choses et qui nous permet un peu de voir la mer autrement. Donc ce qu'on fait, c'est non seulement la voir, mais on a aussi, on se rend sur la banquise avec des moyens peu traditionnels pour la recherche maritime en général. Donc ici, on est dans un canot à glace. Dans cette banquise que vous avez vue tout à l'heure. Donc, on a des blocs de glace parsemés dans de la gadoue, de la slush, comme on dirait. Et on déploie des instruments. Donc, vous voyez ici les petites bouées jaunes et un autre drone qui s'apprête à décoller. Et donc, avec ça, non seulement on veut voir, parce que c'est beau en soi, mais on veut aussi en extraire de la connaissance objective et puis tenter de comprendre ce que l'on voit. Et c'est vraiment un objectif aussi derrière le projet. Et c'est là où on va exploiter cette idée de, par la vision, on peut comprendre, mais on peut aussi y ajouter une forme d'intelligence, en fin de compte, issue de traitements de données diverses. Donc ici, on a ces images, on voit le canot qui est là, donc c'est un film, et on a extrait le champ de vitesse de la glace qui est induit par la propagation des vagues. Et ce qu'on a fait, donc ça, c'est vraiment un petit aperçu d'une recherche qui nous a mené à quantifier, comprendre l'effet des vagues sur la banquise. Et on a mis en lumière, en gros, que c'est une force additionnelle qui n'est à ce jour pas considérée dans les modèles numériques de prévision de glace. Et donc, on appelle cette force-là la pression de radiation des vagues, donc qui est des vagues qui, lorsqu'elles s'atténuent, poussent sur un objet. Et ici, je montre une image du Saint-Laurent l'hiver, à droite. Donc, on voit la banquise qui se déforme sous l'action de différentes forces. Et à gauche, une image très récente du nouveau télescope spatial James Webb, prise la semaine dernière. Une image qui m'a inspiré par le passé, en fait, prise par le télescope Hubble. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création, une nébuleuse dont les patrons sont forgés par des ondes lumineuses, des photons, qui poussent et qui sculptent finalement la matière particulière et les gaz contenus dans cette nébuleuse. Et il y a une parité, en tout cas une similarité assez étonnante entre des patrons qu'on peut voir dans le Saint-Laurent
sculptés par la pression de radiation et ce qu'on observe avec le télescope James Webb. Donc, voir ces images-là peuvent nous révéler des choses extrêmement de manière vivante, finalement, ou de manière évidente. Et pour comprendre ce milieu-là, qui est difficile à comprendre, qui est si éloigné, l'espace et la mer. Vous allez voir, on a souvent entendu parler aussi qu'il est peut-être même plus facile ou moins long, des fois, de se rendre sur la Lune pour les astronautes d'Apollo, par exemple, que pour un plongeur d'aller à 110 mètres sous la profondeur, sous la surface. Donc, la mer est aussi un lieu éloigné, difficile, qu'on tente de mettre en lumière ici. Et un autre concept qui nous lie ensemble, je pense aussi, c'est cette image qui a été prise par un astronaute lors de la mission Apollo 8, en décembre 1968. Donc, on s'éloigne de la Terre, les astronautes s'éloignent de la Terre, prennent cette image-là, et au retour de la Terre, témoignent, et tous les astronautes ensuite en ont témoigné, tellement qu'on a nommé ce sentiment-là, ce qu'on a appelé un choc cognitif, qui nous fait réaliser à quel point nous sommes minuscules, que cette planète-là, elle est perdue dans l'espace, isolée, un sentiment qui naît uniquement lorsqu'on s'en éloigne, en gros. Ce que les chercheurs ont appelé le overview effect ou l'effet de surplomb, une espèce de sentiment de vertige qui est assimilable à un choc cognitif puissant, qui peut changer la perspective d'une personne vis-à-vis, par exemple, l'écologie. Donc, c'est un peu ce qui a alimenté le mouvement écologiste aussi dans les années 70. C'est le fait de s'éloigner de la Terre et de la voir. Donc, peut-on faire la même chose avec la mer? C'est un peu le grand but. Évidemment, la mer, elle est grande, complexe, difficilement sondable. Et dernier concept que je veux amener à vous, je vais laisser Isabelle en parler, mais on ne peut pas voir la mer elle-même dans son ensemble, mais on peut utiliser les technologies pour créer la mer numérique. C'est mon tour, là? C'est à ton tour, Isabelle. Ah. Dis-nous quelque chose. Parce que c'est tellement passionnant, on ne veut pas t'arrêter. Bonjour, bonsoir. Tu veux que j'explique un peu comment on s'est liés ensemble dans une aventure scientifique? Qu'est-ce que pour toi, toi qui es directrice du Centre de développement en intelligence numérique? Oui, bien, essentiellement, je suis au Cédrin depuis 10 ans. J'ai occupé plusieurs postes. Puis, on est à Matane. On travaille dans un collège de créativité numérique. On travaille avec les studios de jeux. On travaille avec les technologies de jeux vidéo aussi. On travaille avec la capture de mouvement, la réalité virtuelle. On a un client ici, collaborateur qu'on adore. Donc, l'histoire du Cédrin, c'est aussi en parallèle à ce que tu racontes, une histoire où on essaie de se placer en région comme un centre de recherche appliquée, de transfert, où on va essayer de trouver notre place puis d'assister aussi ce qui se passe en recherche en région. Ça a pris plusieurs années avant de situer un centre de divertissement matanais avec des clients à Montréal. Et il y a 5 ans, quand j'ai accepté le poste de direction, je me suis demandé comment faire pour faire de la recherche avec toute la vague, le tsunami de l'intelligence artificielle, de la donnée massive qui nous a tous frappés autour des années 2017. Ça devenait populaire, c'était une tendance, mais la vague arrêtait après Québec. Ça ne se rendait pas à Matane. Donc, ça a été un défi. Comment on fait pour attirer des chercheurs en intelligence artificielle, en sciences de données? Comment on fait pour utiliser ces outils-là en région quand on n'a pas accès à ces outils-là en région? Donc, un bon matin, j'ai reçu un courriel pour me demander si je voulais devenir membre du réseau Québec maritime. Là, j'ai dit « Ah, c'est intéressant, ça! » Donc, j'ai fait quelques missions à quelques kilomètres de chez nous. Au lieu de me déplacer à 7 heures de route, je suis allée à Rimouski et j'ai rencontré plein de monde. Et après plusieurs rencontres, il y a un concept de mer numérique qui est né, qui permettait de faire des projets structurants, stratégiques, qui me permettait d'avoir les ressources, la capacité d'avoir aussi cette possibilité-là d'assister la recherche en région. Donc, de devenir un petit peu plus souverain de ce qu'on allait faire au lieu d'exporter mes capacités à l'extérieur, de les avoir chez nous. Puis, le maritime était probablement le meilleur secteur en Matanie, oui, mais au niveau régional, pour qu'on puisse faire cette transformation-là, notre propre transformation numérique. Donc, le projet Mer numérique est né à ce moment-là. Puis, vous avez vu une photo qui m'a rappelé des beaux souvenirs parce que, en fait, le projet de Mer numérique a vraiment pris forme
au contact de Dany et de Daniel. Ça a duré 2 jours, cette activité de co-création-là, puis on a vraiment imaginé le futur du numérique dans toutes les dimensions du maritime. Puis quand je suis sortie de là, ben moi, j'étais complètement bouleversée, là, évidemment, de t'avoir rencontré, là, parce que c'était fantastique. Puis là, la machine a démarré. On a commencé à travailler sur comment on pourrait utiliser le numérique, l'intelligence artificielle, les données, la vision artificielle et aussi tous les outils de divertissement pour être capable de comprendre la mer, le Saint-Laurent, dans 3 dimensions, plus le temps, être capable d'explorer autant les espèces marines que les environnements naturels, être capable de comprendre comment aider à faire une pêche durable. Donc, il y avait tellement de défis à attaquer qu'on s'est dit, bien, allons-y, offrons nos services. Et c'est un peu comme ça qu'on a, après 5 ans, permis la réalisation d'une dizaine de projets, dont le projet du Scotsman, qui, j'espère, va se poursuivre. Hein? Je pense qu'on peut imaginer qu'on va poursuivre les plongées puis qu'on va améliorer les résultats, parce que c'est là qu'on voit comment un centre de transfert, un centre de recherche appliquée, avec mon collègue Olivier qui est avec moi, comment on peut aider, comment on peut assister la recherche en sciences de la mer, puis d'autres secteurs de recherche. Fait que voilà, je ne sais pas si c'est assez synthétique pour toi. C'est parfait. Merci. Merci, Isabelle. C'est un exercice pour moi ce soir d'être long préambule, courte et touchante. Mais j'espère que vous allez repartir d'ici justement avec, oui, on a appris des choses sur le Scotsman et on va plonger maintenant. Mais qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond dans la manière aussi, dans ce qui est, et dans l'ampleur de la tâche qui nous attend. Voilà. Donc, le Scotsman. Ici, bon, je vous remonte quelques images du secteur. Donc, le secteur du Bic maritime, ici, on est dans le parc du Bic. En hiver, le Scotsman a sombré au mois de novembre. Donc, il n'y avait pas encore de glace de mer, mais le mois de novembre est à l'automne, comme vous savez, les tempêtes sont fréquentes et intenses, donc lors d'un vent du nord-est. Et donc, les conditions océanographiques du Saint-Laurent sont celles que l'on connaît, dures, mais en même temps, on est aussi dans un archipel d'îles. L'île du Bic et l'île Biquette sont au large. Donc ici, je vous présente l'île du Bic, qui est à 5 km au large du parc du Bic, et derrière l'île Biquette, sur laquelle il y a un phare. Et vous voyez, autour de ces îles-là, il y a une myriade de récifs, en fin de compte, des hauts fonds. Certains affleurent et d'autres sont tout juste sous la surface, tout dépendamment du niveau de la marée. Donc, ce qu'on a fait dans le projet, la première étape, en gros, ça a été on a voulu sonder les vestiges archéologiques. Comment on fait pour sonder les vestiges archéologiques? C'est un petit territoire, mais c'est quand même un vaste territoire. Donc, on a eu recours à une vedette océanographique, donc celle du Centre de développement en cartographie des océans, le FJ Saucier, qui est muni d'un appareil de télédétection optique, donc qui cartographie finalement le fond marin à l'aide d'ondes sonores. Et il se balade comme ça. Le long, évidemment, on veut un petit bateau qui n'a pas beaucoup de tirants d'eau pour s'approcher le plus près possible des récifs, de la côte. Notre hypothèse à l'époque, c'était, c'est des endroits qui sont difficiles à cartographier, qu'on n'a jamais cartographiés. C'est là aussi où on frappe, les navires frappent, donc il y a potentiellement des vestiges à ces endroits-là. Et les recherches ont été, alimentées ou dirigées par une étude des archives préalables, en gros. Donc, ce qu'on a fait la première année et la seconde année aussi, on a cartographié le pourtour de pas de tous les récifs, mais des récifs les plus potentiels porteurs de vestiges archéologiques. Donc, vous voyez sur cette image l'île du Bic, l'île Biquette en haut, et vous avez la localisation de l'épave du Scotsman. Donc, la conclusion de cette première mission, ça a été qu'on n'a pas trouvé de vestiges apparents, donc d'épaves évidentes ou ne serait-ce que des débris. Par contre, on a quand même... donc ça ici, ce sont 2 images de récifs, du pourtour de récifs, des images finalement d'élévation du fond, où l'on voit très bien des rochers, par exemple, et puis on voit aussi la structure des empreintes dans le sédiment, avec une très, très bonne résolution parce que l'instrument est très proche du fond, en gros. Et donc, on n'a rien trouvé d'évident, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose sous les sédiments.
Et donc, après cette première mission, on s'est tourné vers le Scotsman où on connaissait sa position, on connaissait son existence, et on est allé cartographier avec des méthodes acoustiques, donc différentes méthodes acoustiques. En haut, un sonar à balayage qui nous montre un peu comme si on éclairait avec de la lumière le côté du bateau. Donc, on voit de l'ombre, on arrive à voir l'élévation de l'épave. Donc, ça, c'est le Scotsman qui gît à 25 mètres de fond. Et l'image en bas vous montre un profileur de sédiments, donc qui envoie aussi des ondes acoustiques plus puissantes et qui nous donne un retour en fonction de la qualité du sédiment. Et ça nous montre à droite ici l'endroit où le Scotsman est échoué et gît sur le fond. Et ça nous montre aussi qu'il est enfoui jusqu'à 2 mètres sous la surface du fond marin, en gros. Donc, notez 25 mètres de profondeur. Tout à l'heure, très bientôt, Vincent va vous parler des plongées qui ont été faites. Mais donc, je termine en montrant une image du Scotsman, une image, encore une fois, acoustique. C'est une image où on a fait la différence entre 2 images, entre 2 élévations d'une année, entre l'année 2015 et l'année 2019. Et ça nous montre qu'il y a eu, à certains endroits, de l'accumulation de sédiments, érosion de sédiments, mais aussi des changements sur l'épave elle-même. Donc, il nous montre des signes de mouvement ou de dégradation ou des pièces qui sont en train de tomber, de bouger. Donc, évidemment, ces déplacements-là proviennent du fait qu'il y a des courants de marée assez importants là, qui contribuent à enfouir, dégrader progressivement la surface, l'épave. Donc, au-delà de ces sondages-là, on a décidé de plonger, donc pour se poser la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus avec ça, avec l'œil, évidemment, de gens qui s'y connaissent. Et c'est là où je vais céder la parole à Vincent, qui, je le rappelle, donc, est archéologue subaquatique à l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique. À toi, Vincent. Merci. Rebonsoir. Donc là, c'est un peu pour vous resituer où est le Scotsman. Vous avez bien vu les images avec Danny. Donc, vous voyez, l'épave est probablement proche des récifs. Vous avez 2 types de récifs, mais probablement un des 2 a été la cause de l'accident, mais on va revenir là-dessus. Donc, dans cette présentation, en fait, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais d'abord vous dire quels ont été les travaux antérieurs, avant le projet Voir la mer. Après, je vais vous parler aussi des différentes activités qu'on a faites, donc autant au niveau archéologique qu'avec le Cédrin et avec Super Splendide. Et j'ouvrirai un peu à la fin pour les dernières parties, donc la reconstitution donc en 3D et la réalité virtuelle. Donc tout a commencé en fait pour le Scotsman, c'était en 2002, c'est-à-dire que le service d'hydrographie du Canada, donc, qui est un département qui travaille pour pêche et océan, font une visite de routine donc, dans la région du Bic, ils cartographient ou ils updatent aussi les cartes. Donc en 2002, ils tombent donc sur l'épave. Entre 2002 et 2010, d'après nos connaissances, il y a peut-être eu des plongeurs, vraiment des plongeurs chevronnés, parce que les conditions sont particulières, j'y reviendrai là-dessus plus tard. Donc, plusieurs plongeurs remarquent cette épave. On ne sait pas pour l'instant qu'elle s'appelle le Scotsman, on l'appelle l'épave inconnue du Bic. Donc, plusieurs plongeurs contactent Samuel Côté, peut-être que vous connaissez, donc, de l'émission Chasseurs d'épaves, donc historien maritime. Et donc, au cours de l'émission Chasseurs d'épaves diffusée sur Historia, donc en 2013 et 2015, cette équipe ici, avec l'archéologue Éric Faneuf, vont sur l'épave. Donc c'est quand même assez intéressant parce que, suite à leur plongée, donc tout d'abord, ils découvrent que l'épave n'a pas de moteur. Donc probablement une épave qui sans moteur, c'est une épave relativement ancienne. Deuxièmement aussi, ils se rendent compte aussi que le navire est fait en bois et il est recouvert sur tout son pourtour de plaques de laiton, donc de brasses protectrices. Donc ça, c'est aussi un indicateur que souvent, ces épaves-là datent du milieu du 19e siècle. Mais ce qui a aidé Samuel Côté à identifier l'épave, c'était vraiment donc une des marques sur une de ces plaques qui peut être datée vers les années 1830. Par la suite, l'image qui est derrière moi, ça, c'est plusieurs objets qui ont été ramenés de l'épave depuis, on va dire, 2005 à nos jours. C'est des collections privées. Et je vous mets l'accent qui est super intéressant sur cette jarre ici, qui avait comme indication, donc, vous avez Donaldson and Anderson,
situé à Leith. Et ça a été l'indice avec les plaques de cuivre qu'on avait affaire à un navire écossais. Également parce que les objets que vous voyez en bas, là, les principaux, les deux ici, étaient produits aussi en Écosse. Donc, en faisant des recherches dans les archives, ils découvrent aussi qu'il y a plusieurs candidats possibles, dont le Scotsman, qui a été construit dans les années 1830 et coulé au Bic en 1846. Bonne question. Donc, en haut à gauche, vous avez un réflecteur de pont. Ça, c'était donc des prismes en verre qui permettaient d'éclairer les cales d'un navire. Et si vous avez la chance de vivre l'expérience virtuelle, il y en a un, en tout cas vous voyez. Un qui est encore en place. Donc c'est ça. Donc, d'après les connaissances qu'on a du navire, c'est vous avez un navire qui fait 25 mètres de long par 7 mètres de large et 4 mètres de haut. Attendez, les pieds. 83 pieds de longueur. 20 pieds. 23 pieds, puis par 14 pieds. Donc, voilà. Donc ça, on a essentiellement donc, la partie qui était immergée dans l'eau quand le navire existait, enfin le navire naviguait. Et également, là, vous voyez dans l'image de droite, ça c'était vraiment la proue, donc c'est l'avant du navire avec l'étrave. Les chiffres que vous pouvez voir ici, là, numérotés, vous voyez, il y a comme 5, 6, 7. C'est des marques en fait de tirant d'eau, c'est-à-dire que c'était des marques pour indiquer la hauteur de l'eau lorsque le navire était sans cargaison ou avec cargaison. Donc ça, c'était nos connaissances. Donc 2015, on sait le nom du navire, on sait que c'est un navire en bois qui est recouvert de plaques de cuivre, enfin de laiton, et on le sait qu'il date probablement du milieu du 19e. Ensuite, mais on s'est dit que l'IRMAS avait été mandaté par le ministère de la Culture depuis 2017 de bonifier les connaissances sur les épaves du Québec. Pour vous donner des chiffres officiels, on a environ 150 épaves qui sont recensées officiellement, mais probablement vous pouvez aller à 1000, voire 2000 à 3000 qui n'ont pas été encore découvertes ou qui sont connues, mais qui demandent à découvrir. Puis il y a à peu près eu peut-être 10 000 accidents maritimes dans toute l'histoire, ce qui est quand même énorme. Donc, nous, dans nos travaux additionnels, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut, c'était ça que disait Dany, quelle va être notre plus-value? On a déjà le nom, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est sûr que la description des vestiges avait été partielle, le but, c'était une émission grand public, et ce n'était pas non plus l'objectif d'entrer dans les détails. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller plonger dessus, avec des plongeurs, mais aussi avec un robot sous-marin, un ROV, pour être capable, en fait, de décrire complètement le navire. On s'est très vite rendu compte, vous pouvez voir l'image de droite, ça c'est la visibilité. Et encore, la visibilité, elle est bonne parce qu'il y a un autre plongeur qui prend la photo, qui l'illumine. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes quasiment un petit peu moins que la noirceur que vous êtes actuellement. Donc on s'est dit très vite que si on voulait être capable de décrire et de bonifier les connaissances sur cette épave-là, qui était quand même, vous voyez, un bel état de conservation quand même, il fallait qu'on aille plus loin. Donc c'était l'idée d'utiliser des GoPros, faire des photos, faire des vidéos et utiliser justement donc, la photogrammétrie 3D, donc les images 3D et éventuellement la réalité augmentée pour reconstituer l'épave. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, nous, en dehors de l'eau, d'être capables de décrire mieux l'épave. Donc ça, c'est une image du ROV qu'on s'est servi donc, en 2021. Ah, j'ai oublié de dire, donc, le projet donc, Voir la mer, ça a commencé en 2018. Nous, on a commencé les images, vous avez vu la télédétection, donc avec les images au sonar. Ça a été effectué en 2019. Puis, tout ce qui a été expédition en plongée avec le robot, c'était 2020 et 2021. Et depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on est en train de reconstituer, donc, avec le Cédrin et Super Splendide, l'épave au complet. Donc, une des étapes qui n'était pas évidente, mais vous voyez là, on a essayé de mettre des cibles au départ en profondeur pour être capable de cartographier l'épave. Plus facile à dire qu'à faire, vous avez vu la visibilité, mais c'est plus complexe que ça. Si vous êtes familier de l'Empress of Ireland, c'est déjà un site compliqué. Mais ici, là, on parle vous devez aller à 90 pieds. Mais même 90 pieds, ça prend vraiment des conditions particulières. En général, vous avez à peu près, en moyenne, 1 à 2 ouvertures par jour. C'est-à-dire
souvent la nuit, le jour, entre deux à l'étal, donc c'est-à-dire entre deux marées. Et souvent, dans les plongées qu'on doit faire, en plongée scientifique, où il faut éviter de faire des paliers de décompression, vous avez juste 35 minutes sur l'épave. Et 35 minutes, ça implique descendre dans la noirceur totale, tomber sur l'épave, prendre vos informations et remonter en même temps. Donc au final, il vous reste peut-être un 15-20 minutes, gros maximum, pour prendre le maximum d'informations et le maximum de photos. Donc les cibles, bonne idée, mais ce n'était pas si évident que ça. Et ensuite, vous voyez là, j'ai donné un exemple. On va vous le montrer plus tard, mais pour être capable de reconstituer en 3D, là, vous, votre œil est habitué à voir, comme en stéréoscope, à voir, vous voyez plusieurs, vous voyez du relief, vous voyez des volumes, vous voyez tout ça, mais c'est pas ce qu'on voit, nous, dans l'eau. Donc, on avait besoin de faire de la vidéo et de la photo pour être capable de recréer ce que vous pouvez voir à l'œil nu. Et là, c'est un exemple, en fait. Vous voyez là, à droite, gauche, en tout cas, cette image. Et ça vous donne une idée de, il faut faire plusieurs passages, donc répéter, revenir, donc droite, gauche, en haut, au nord, au sud, pour être capable d'avoir le maximum d'informations et d'avoir l'information dans tous les angles possibles. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais un petit peu vous parler de l'histoire du Scotsman. Parce qu'en même temps que le travail, nous on a fait le travail donc, sur le terrain, on s'est aussi intéressé aux archives. Et ça c'est aussi grâce à l'émission Chasseurs d'épaves et à Samuel Côté. Ça nous a donné des pistes pour les archives. Mais on est tombé aussi en plein dans la COVID. Donc ce qu'on a pu faire, c'est que je me suis mis à contacter les archives, plusieurs centres d'archives en Écosse, et on était capable de tomber sur le contrat de construction du Scotsman. Et en regardant le contrat, ça a aussi confirmé les informations qui existaient déjà, parce que dans le contrat, les dimensions que vous avez du navire, les dimensions trouvées par l'émission Chasseurs d'épaves, correspondent avec la documentation. Ce qui a été aussi aidé, c'est que ces archives-là ont été vraiment sympathiques, parce que c'était impossible pour moi d'aller en Angleterre, à ce moment-là, de me donner un accès dans leurs archives en ligne. Donc je me suis amusé pendant des mois à, je ne pourrais pas vous dire combien de documents, mais c'est à chaque fois trouver le mot Scotsman pendant 15 ans, au 19e siècle, pour essayer d'avoir des bribes d'informations pour, OK, qu'est-ce qu'il a fait comme voyage, c'était quoi sa vie, c'est quoi les gens qui étaient derrière ça, pourquoi, c'était qui le Scotsman. Donc je vais essayer avec vous un peu dans les prochaines minutes de vous reconstituer tout ça. Donc le Scotsman, c'était un navire qui a été construit en 1834. Vous voyez, on a retrouvé sur cette image de 1825 dans ce chantier naval, à Alloa. Alloa, c'est une ville en Écosse qui est pas loin d'Édimbourg. Donc Édimbourg, pour vous situer, c'est côte est de l'Écosse. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi le Scotsman? Parce qu'on a découvert dans les archives que la figure de proue, à l'avant du navire, était un Écossais des Highlands. Donc, navire construit en 1834, va effectuer dans sa carrière, donc pendant 14 ans, si vous vous souvenez, en 1834, mais il coule en 1846. Dans les archives, j'ai regardé, il a effectué à peu près plus de 60 voyages. En moyenne, il faisait 4 voyages par an. Il est allé pratiquement partout. Il est allé jusqu'en Russie. Il est allé au Panama, mais avant le canal de Panama. Ça veut dire qu'il devait contourner toute l'Amérique du Sud, dans les Caraïbes beaucoup de fois, parce que son principal commerce, c'était le rhum et le sucre et la mélasse. C'était des principaux éléments. Mais vous verrez, ce n'est pas ce qu'on a trouvé dans la cale pour son dernier voyage. Et pour le type de navire, si vous voulez savoir, c'était un brick. Donc, je vous ai mis une image ici. C'était un navire à 2 mâts, avec l'arrière un petit peu carré. C'est un navire commercial, en fait. Et probablement un des derniers exemples. Pourquoi ce navire aussi? Je vous ai mis aussi le drapeau représentant la ville de Montréal, parce qu'on a découvert, en fait, plus on allait dans les archives, plus on a découvert comment le Scotsman pouvait être aussi important pour l'histoire du Québec, pour aussi l'histoire de tout ce qui a fondé Montréal. Parce que 1830, il faut penser l'ensemble de l'Amérique du Nord est quand même dominé par tous ces gens qui venaient d'Écosse. Vous les retrouvez en politique, vous les retrouvez en architecture, notamment à McGill. Vous les retrouvez partout, dans les arts, tous les hôpitaux, le Royal Victoria, tout ça, ça a été fondé par des Écossais. Et aussi dans les personnes qui ont monté la dernière cargaison, c'était des figures prédominantes de Montréal, dont notamment plusieurs étaient des fondateurs de la Banque de Montréal. Donc, c'est ça qui était intéressant, on est parti d'un navire
d'un simple navire commercial pour arriver en fait à connecter en fait avec notre passé. Et ça, c'était vraiment assez fascinant. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu. Là, je me suis amusé à reconstituer, donc à faire par rapport aux 60 voyages, où est-ce qu'il est allé. Donc vous voyez, donc, il y a eu quand même beaucoup de voyages en Méditerranée. Il y en a eu, vous avez en Russie, comme je le disais, beaucoup en Amérique du Sud. Puis vous voyez, j'ai montré surtout, principalement, est allé à Montréal, à Québec, est allé à New York. Là, j'ai retrouvé dans les mêmes archives d'Angleterre, là, vous avez la première publicité, ou la première fois où il apparaît. Donc, le Scotsman, 350 tonneaux, vous avez le nom du premier capitaine, Captain Carmichael, et c'était un voyage où il avait une cargaison, et il emportait aussi des immigrants, 9 immigrants pour New York. Là, c'est pour vous montrer aussi quand il voyageait. Il a fait énormément, je pense, peut-être la moitié des voyages. Imaginez, il partait d'Angleterre, fin d'Écosse, et il allait faire du cabotage, donc Guyane, les Caraïbes, et vous voyez, il est allé jusqu'à Valparaiso, donc au Chili. Mais il est même allé plus loin avec le canal de Panama, comme je disais, avant le canal de Panama. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait après tous ces voyages-là? On peut se dire, bon, c'était quand même un navire qui était un équipage expérimenté, on va se dire. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la nuit du 20 au 21 novembre? Donc, on revient un peu en arrière. Donc, déjà, en 1846, il change de capitaine. On a un jeune capitaine qui commence. Il a fait à peu près, avant le naufrage, il a fait peut-être juste 2 voyages. Alors, est-ce que c'était peut-être peu expérimenté? En tout cas, dans ce voyage, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Premièrement, c'est la première fois que le navire part à vide. S'il part à vide, c'est parce qu'il cherchait donc une cargaison beaucoup plus intéressante et payante. Deuxièmement, il est retardé dans sa traversée. Pensez que vous êtes en septembre 1846 et vous arrivez le 20 octobre à Québec. Mais entre-temps, vous avez été ralenti parce que ils ont sauvé en fait des personnes d'un naufrage en s'en venant à Québec. Donc là, on est vers le 20 octobre. Le navire arrive à Montréal, donc le port de Montréal dans les années à peu près 1830. Donc il arrive à Montréal, il est towé par un remorqueur, toujours à vide, et il arrive après le 26 octobre. On apprend ensuite qu'il part de Montréal vers le 6 novembre. On n'a jamais été capable de savoir ce qui se passait à Québec. Est-ce qu'il s'est arrêté à Québec? Est-ce qu'il avait la cargaison? Parce que ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est souvent, vous avez la cargaison officielle, mais vous avez souvent aussi une cargaison cachée, la contrebande. Ça arrivait souvent. Parce que j'ai retrouvé des documents qui citaient des fois que le Scotsman s'était perdu avant de rentrer à Édimbourg parce qu'il avait probablement fait de la contrebande. On ne sera pas surpris là. Tout pour le rhum. Et c'est ça, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il est passé à Québec, probablement le 15 novembre, etc. En tout cas, donc, il allait à destination de Liverpool, en Angleterre. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, mais là, vous avez le Journal de Québec du 26 novembre, je vais vous le lire. Une lettre de 3 pistoles, datée de lundi dernier, est reçue ce matin par M. Tétu ou Étu, annonce que le brig Scotsman, donc capitaine Jamieson, c'était le dernier capitaine, allant de Montréal à Liverpool avec une cargaison générale, fut jeté sur les rochers de l'île du Bic pendant un coup de vent de nordais dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Il fut immédiatement remis à flot et dirigé vers le rivage. Mais avant de l'atteindre, il coula bas. L'équipage, composé de 9 personnes, se jeta dans la chaloupe, mais hélas, ils périrent tous, excepté un seul, qui réussit à gagner l'île Barnabé, donc, qui est en face de Rimouski, d'où il fut emmené le lendemain matin par les habitants et conduit sur la terre ferme. Premièrement, je ne sais pas comment le marin a fait pour... Vous imaginez, vous êtes fin novembre, pour avoir nagé du Bic jusqu'à l'île Barnabé, Saint-Barnabé. Déjà, ça, c'est quand même une prouesse. Et ensuite, on a essayé, nous, de reconstituer un petit peu le naufrage. Donc là, je vous montre ici, par rapport aux données. Donc, vous voyez le navire, là, ça représente le Bic. Et c'est les principales hypothèses qu'on a.
Et comment on peut expliquer alors ce naufrage-là? Oui, il y a la tempête. Je vous avais dit qu'il y avait le capitaine peu expérimenté, mais il y a aussi 2 autres facteurs qui ont pu être aussi en cause. Probablement que même plus que ça, la cargaison était peut-être très lourde. Ça n'a pas aidé le navire, qui était quand même vieux. Imaginez, vous êtes un navire, ça fait 14 ans que vous traversez les mers tropicales. On a d'ailleurs en plongée, on a vu qu'il y avait eu plusieurs traces de réparation sur le navire, donc un navire qui est quand même assez vieux. Ensuite, autre hypothèse, vous voyez l'île Biquette, normalement il y avait un phare, mais à cette époque-là de l'année, comme on était à la fermeture de la navigation, on n'a pas été capable, on a cherché dans les archives, mais on pense que le phare était éteint. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas pu voir. Le phare était là pour indiquer s'il y avait des récifs. Et troisièmement, c'est ça, il a essayé de s'en sortir, mais il n'a pas pu en fait. On ne sait pas trop, il a dérivé. Mais voilà ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé récemment, en 2021, après la pandémie? On a été capable de contacter l'Université Concordia, si un jour ça vous intéresse. L'Université Concordia, qu'on conserve les archives de la Gazette de Montréal. Et à l'intérieur, on a été capable enfin de savoir quelle était la cargaison. Donc là, je vous révèle ici, donc au centre, voici ce qui était donc dans la dernière cargaison. Donc vous avez plusieurs noms. Tous les noms que vous voyez là, Twiname, Shaw, Anderson, Carmichael, c'était tous des Écossais. Tous des figures emblématiques de Montréal. Tous vivaient dans le Vieux-Montréal, autour du musée Pointe-à-Calière. Et ce que vous voyez à côté, les chiffres, c'est la quantité donc, de denrées qu'ils emmenaient. Principalement, ce qu'on a dans le navire, vous voyez, vous avez de la farine, vous avez du blé, vous avez des tonneaux. C'est ça qui était intéressant. Dans la cargaison du Scotsman, c'était beaucoup de tonneaux en pièces détachées qui allaient être revendus dans les Caraïbes et ils allaient servir plus tard pour le commerce du sucre et du rhum, une nouvelle fois. Là, vous voyez, vous avez des images in situ, là, dans l'épave, où il y a encore donc, ces tonneaux en pièces détachées ou rassemblés. Donc nous, nos interventions, je vous ai parlé tantôt, 35 minutes, une plongée par jour, et ça nous a pris 2 ans, et encore là, c'était difficile d'avoir des fois de l'image assez de qualité pour que le Cédrin Super Splendide puisse remonter tout ça. Mais ça vous montre une idée de l'équipement qu'on avait. Donc on a des combinaisons étanches, c'est-à-dire qu'on n'a jamais... Si vous êtes plongeur dans la salle, vous connaissez. Pour ceux qui connaissent moins, ça veut dire que vous pouvez être habillé sous votre combinaison. L'eau n'est pas censée passer. Puis il plongeait donc avec double bouteille et avec des bouteilles supplémentaires de sécurité. Et on avait des full face. Donc avec ces full face-là, plus sécuritaires, mais aussi vous pouvez communiquer avec la surface. Qu'est-ce qu'on a découvert aussi qui était très intéressant? Au-delà, je vais vous montrer après, plus tard, qu'est-ce qu'on a trouvé sur l'épave, les parties significatives. Mais ce que j'ai trouvé très significatif aussi pendant les plongées, c'est toute la vie marine qu'on a trouvée. Là, je vous ai donné quelques exemples ici de la vie marine qu'on trouve dans le bas du fleuve, mais c'est à peu près 40 à 60 espèces différentes. Et ça, c'est juste à l'œil nu. Mais vous imaginez que c'est comme une oasis de vie avec peut-être des centaines d'espèces. Donc en fait, là, on va même au-delà du projet. Vous avez vu, il y avait l'océanographie, vous avez la géologie, la géomorphologie, mais il y a aussi un aspect de faune et flore. Toutes ces épaves qui sont dans le fleuve, c'est aussi des récifs artificiels, qui permettent d'accueillir donc cette vie marine. Donc des choses qui mériteraient d'être étudiées aussi. Donc là, ici, je vous montre, en fait, donc, suite à toutes nos années, donc, j'ai compilé 2013 à 2015 les informations, plus les plongées qu'on a faites en 2019 et 2021. Et là, ça vous donne, à partir du plan sonar, et là, ça vous donne qu'est-ce qu'on trouve donc sur le Scotsman. Donc, la proue, donc la partie tout en haut, c'est l'avant du navire. Vous avez vraiment des choses intéressantes. Donc, il y a le guindeau. Le guindeau, c'est un treuil horizontal qui permet de relever les ancres et aussi de relever des cordages. Mais on a trouvé aussi toutes sortes, on a trouvé des mâts, on a trouvé peut-être une pompe, la pompe qui permettait de vider l'eau, quand l'eau était prise sur le navire, et toutes sortes d'objets, un deuxième mât en bas, et vous voyez toutes sortes, et puis toutes sortes d'objets également.
Là, je vous montre la photo du haut. Donc, c'est la proue qui est aujourd'hui ouverte. Vous pouvez voir la cargaison à l'intérieur, si vous passez la tête dedans. Et ici, là, en bas, c'est vraiment l'arrière du navire. Donc, la poupe et les tambours. Les tambours, cette partie-là, qui est aussi graduée, vous voyez, pour voir à peu près où l'eau était placée lorsqu'il y avait une cargaison. Sur cette pièce-là, souvent, on attachait le gouvernail. Donc voilà un petit peu la synthèse qui a pu être faite à partir de toutes ces images, de toutes ces vidéos. Et vous voyez bien là aussi, j'oubliais, ce que vous voyez, vous ne voyez pas le bois, parce que je vous parlais qu'il y avait un recouvrement protecteur en brasse. Vous le voyez bien ici, c'est des plaques donc en brasse qui recouvrent l'ensemble du navire. Donc c'est ça, et ça vous permet aussi de voir aussi il y a la végétation, etc. Donc pour conclure un peu, je vous montre des images un petit peu de tout ce qui est assez remarquable sur le Scotsman. On pourrait commencer par le centre. Le centre, vous voyez là, ça serait le recouvrement de cuivre, enfin de brasse. Ce recouvrement, en fait, il servait à plusieurs choses. Il pouvait améliorer donc la vitesse, mais surtout, il était là pour protéger donc les navires en bois des vers marins et des algues. Parce que vu que le Scotsman faisait plusieurs voyages dans les mers chaudes, s'il n'y avait pas de recouvrement protecteur, au bout de quelques années, le navire serait complètement troué en fait. Et là, je vous ai mis plusieurs aussi. Vous avez la végétation marine, mais également vous avez une vision aussi l'image tout en haut à gauche. Vous voyez bien, il y a une ancre monumentale du navire, et vous voyez un petit peu l'espèce d'aspect de fouillis qu'on voit. Vous avez une assiette. Tantôt, vous m'avez demandé le réflecteur de pont. Il y en a un là, vous le voyez, l'image qui est à l'image 3, l'image de l'avant. Et ça, c'est les tonneaux de la cargaison, le guindeau. Et aussi, pour finir, pour vous montrer le navire, ce que vous voyez qui est marqué le recouvrement, c'est aussi la seule partie, en fait, qui est conservée du navire. Toute la partie supérieure a disparu. On a juste vraiment la partie avec le recouvrement en métal. Oui? C'est du laiton. Et cuivre. C'est un mélange de 60% de cuivre et de 40% de zinc, je crois. C'est ça. Et c'est ça. C'était pourquoi on a pu confirmer aussi, c'est ça, que c'était bien le Scotsman, parce qu'il y avait des standards, il y avait pour ces époques-là, et avec les vidéos, on a été capable de mesurer, on était bien dans ce standard-là. Donc ça a confirmé aussi l'identité comme ça. Donc ici, je vous ai trouvé une image d'un brick. C'est pour un peu vous reconstituer et pour vous montrer. C'est pratiquement très similaire au Scotsman. Donc, toujours pour vous situer, nous, on a vraiment juste... Je ne sais pas si on pourrait... Ouais, vous voyez. Donc ici, pour vous situer, nous, on a juste cette partie-là, en fait. Vous partez de l'étambot avec le gouvernail qui a disparu. Vous continuez ici, vous continuez. Vous êtes allé, on va jusqu'ici. Vous vous souvenez, je vous ai montré ici une ancre. C'est l'ancre qu'on a encore sur le Scotsman, sauf qu'elle s'est effondrée ici. Je vous ai parlé du guindeau, vous vous rappelez, le treuil ici. Lui, il est là avec un ébat, sauf que le choc du naufrage a complètement pulvérisé le guindeau qui est maintenant en arrière. Et probablement ici, bon, la chaloupe a disparu bien sûr, un des mâts est sur le côté aujourd'hui, et probablement, vous voyez là, toutes ces petites cabines, probablement les réflecteurs de pont, et probablement aussi beaucoup de parties non identifiées du navire, qui pourraient être ces parties-là. Donc, je vais laisser la parole. Ben, c'est ça, donc nous, pour finir, c'est que ça... La plongée était une chose, l'information qu'on a tirée en était une, mais ça ne permettait pas d'avoir une vision globale, comme on pourrait l'avoir avec la reconstitution 3D et la réalité virtuelle. Donc, et ça, c'est grâce aux magiciens du Cédrin puis de Super Splendide qu'on a pu faire ça. Merci. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Moi, c'est Olivier Leclerc. Je suis chercheur, développeur en vision numérique au Cédrin.
moi, mon implication dans le projet, ça a été de recevoir un paquet d'images, une série de photos, une série de vidéos, et puis on m'a demandé de faire une reconstruction 3D à partir de ça. Je vais tenter de vous expliquer comment on fait pour passer des pixels d'une image, de plusieurs images, à un modèle 3D complet. Dans le fond, comment on peut passer des pixels le nom de la technique s'appelle photogrammétrie. C'est vraiment beaucoup de mathématiques, mais je vais vous l'expliquer sans aucun chiffre, idéalement, si je réussis mon coup. Donc, on commence avec une photo comme ça. Ça, c'est une des photos qui a été prise en 2020. Déjà, dans l'objectif de la photogrammétrie, ça va être de venir chercher des pixels précis dans ces images-là qu'on est capable de repérer avec certitude dans l'image suivante, puis l'autre d'après, puis idéalement une séquence de plusieurs images comme ça. C'est extrêmement difficile de trouver des pixels précis quand il y a toute l'amalgame d'effets que vous voyez là. Normalement, la photogrammétrie s'est faite sur Terre, à l'air libre, avec un beau soleil. Là, on n'est pas tout à fait dans ces conditions-là. On a oh mon Dieu, on a plusieurs séquences dans le temps, donc les choses changent un peu. La végétation, les oursins se déplacent, les crabes bougent, les algues ballottent. Donc, toutes ces choses-là font que les images sont dures à reconnaître une dans l'autre, en tout cas au niveau des pixels, là, assez précis. Il y a une dégradation, il y a des courants, il y a les particules que vous voyez, les petits points blancs partout, c'est plein de particules dans l'eau. Il y a la turbidité aussi. Ça, c'est le phénomène qui fait qu'on ne voit pas loin, là. Ça arrête rapidement. On voit juste à quelques mètres les effets dont Vincent vous a parlé tantôt. Nous, au Cédrin, ce qu'on peut apporter à ça, c'est de compenser pour toutes ces difficultés-là par des techniques d'analyse d'image puis d'intelligence artificielle. On a tenté de faire une correction de l'éclairage, venir compenser la lampe de poche, avec tous les effets de lentilles et de courant d'eau, qui faisaient des effets de couleur un peu étranges. La techniva s'appelle les réseaux génératifs antagonistes, mais on ne va pas aller trop là-dedans. Il va y avoir une correction de flou aussi d'un projet, le flou de mouvement qui arrive surtout quand on a des vidéos et qu'on veut aller chercher chaque image dans le vidéo. Notre cerveau compense automatiquement pour ça, puis on voit une image claire, mais en fait, la plupart des images sont embrouillées. Fait qu'on va vouloir venir les désembrouiller avec un autre projet d'IA du même genre. On veut faire une correction de couleur aussi. On a tenté un nettoyage de particules par détection de blobs, ça s'appelle. On peut les détecter, les particules, avec les algorithmes, puis venir les enlever, faire du remplissage. Puis on peut aussi sélectionner les images qu'on va choisir dans la vidéo pour aller choisir celles qui sont déjà les plus nettes. Donc ça va nous aider aussi. Je vais vous faire une démonstration un peu de la photogrammétrie, comment on peut passer de ça puis faire le chemin jusqu'au modèle 3D. Donc ça, c'est la première image. Ce qu'on va essayer de faire avec ça, on va passer un algorithme, ça s'appelle la détection de points saillants. Donc on va aller, celui-là s'appelle SIFT, c'est pas important. On va analyser les contrastes, les dégradés, les lignes, les formes, tout l'entourage de chaque pixel. On va passer ça sur toute l'image. Puis, on va venir chercher les pixels qui sont les plus particuliers ou les plus reconnaissables, si on veut, qui ont quelque chose à reconnaître. Donc, là-dessus, on ne les trouvera pas au milieu de la plaque verte. On va les trouver sur les coins des coquillages, c'est-tu des coquillages blancs, ou sur le bord des chiffres, ou même dans les pics des oursins ou des places comme ça. Ça va donner quelque chose comme ça. Donc, chaque pixel qui a été repéré avec la grosseur du carré vient illustrer la distance à laquelle on est allé pour trouver les choses particulières de ce pixel-là qui est au centre. On a éliminé, il y en a beaucoup, mais on a aussi éliminé encore plus de pixels, tout ce qui n'est pas dans les cadres bleus. Puis à partir de là, on va calculer un descripteur pour chacun de ceux-là qui correspond à une petite base de données pour chaque pixel qui décrit sont où les contrastes, dans quel sens ils sont alignés, pour essayer de ne pas se faire déranger par une rotation ou un changement d'échelle. Donc, si la caméra tourne un peu, on veut quand même trouver le pixel. Si on s'éloigne, il va rapetisser. On veut compenser pour ça. Puis, à partir de ces descripteurs-là, on va isoler certains points. Là, sont en orange. Ces points-là, orange, vont être situés exactement au même endroit sur l'épave entre deux images.
On n'est pas encore rendu au 3D, mais on commence à avoir une relation un peu comme nos deux yeux là, quand on voit une profondeur. Ces pixels-là, on en a éliminé. Vous voyez tout ce qui a été éliminé, là, qui n'est plus là. Fait qu'on n'en trouve vraiment pas beaucoup. Normalement, on en voudrait plus que ça. Fait que c'est déjà, ça montre la difficulté. Parce que soit il y a peut-être une particule qui est arrivée, on avait peut-être trouvé un bon pixel, puis la particule est arrivée vis-à-vis dans la deuxième image, on le perd de vue. On n'est plus capable d'être sûr que c'est le même pixel, donc on l'élimine. Puis une fois qu'on fait tout ça, on va faire, ça va nous permettre, une fois qu'on a trouvé le même point sur l'épave, mais dans 2 photos ou plus, on va faire une espèce de phénomène de triangulation, si on veut, pour venir chercher la différence entre les deux, puis caractériser le mouvement de la caméra qui a été fait entre ces 2 images-là. Donc, on ne s'intéresse même pas tant que ça à l'épave encore, on essaie juste de placer la caméra dans l'espace 3D. Quand on fait ça pour 8, 10, 12 images, on arrive avec une séquence de caméras comme ça, puis tous les points saillants qu'on a détectés, que je montrais en orange tantôt, on est capable de les situer en 3D dans l'espace. Puis, en ayant 10, 15 caméras, on en accumule comme ça. Vous voyez, le chiffre IX est visible juste en point de repère parce qu'il y a des gros contrastes là-dedans. C'est blanc sur foncé, donc on le détecte bien. Par contre, j'attire votre attention, autour du IX, il y a des grands trous. Il n'y a presque rien. Là, on sait qu'il y a une coque, mais là, on n'est pas capable de la caractériser là, mathématiquement. Donc, c'est une des difficultés quand on appelle ça la texture. Quand il manque de texture, on ne trouve pas de point de repère. On va itérer comme ça. On va rajouter des caméras, caractériser sa position, trouver des nouveaux points de repère, ajuster comme ça. On rajoute des caméras, on rajoute des points. Puis à longue, on finit par définir un peu la forme. On va passer un algorithme qui va s'appeler, en anglais, c'est marching cube. Ça doit être une marche de cube. On déplace un cube le long de ces points-là. Puis à chaque fois, on place des lignes entre chaque point, puis on réussit à reconstruire une forme qui ressemble un peu comme une sculpture en plâtre, là, si on veut, de la forme qui a été détectée. Idéalement, on voudrait avoir un seul nuage, une seule forme, on aimerait ça avoir toute l'épave en faisant le tour pour avoir un seul bloc. Dans notre cas, avec toutes les difficultés rencontrées qu'il peut y avoir dans les images, on n'y arrive pas. La séquence casse. Quand la caméra perd un peu les points de repère, il y a un petit peu trop de flou, on ne peut plus l'aligner avec la précédente, donc on perd le fil. Puis là, ça nous oblige à découper en plusieurs sections qu'on va pouvoir tenter de rassembler à la fin manuellement. Quand on a réussi à placer les caméras, on peut faire une carte de profondeur dense qu'on appelle, c'est qu'on va venir au-delà des points de repère qu'on a déjà trouvés, on va essayer de placer chaque pixel de chaque image au complet dans la profondeur. On va essayer de trouver la distance à laquelle ils sont de la caméra. Ça va nous donner la forme. Puis c'est avec cette forme-là qu'on réussit à remplir le nuage de points puis à venir compenser pour vous voyez ce qu'il y avait autour du IX tantôt, là, il est plein parce qu'on a fait la carte de profondeur. Ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle un maillage triangulaire. C'est le même genre de données qu'il y a dans les jeux vidéo. C'est un modèle 3D tout simplement qui est compatible avec les moteurs de jeu puis n'importe quelle application de visualisation. C'est l'objectif de l'avoir. Par contre, il est blanc. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir projeter les photos. On retourne aux photos originales, puis avec la position de caméra qu'on connaît, on vient les projeter comme un projecteur, comme ici, sur le modèle 3D par une équation de projection. Puis là, on va même combiner plusieurs images, faire une moyenne, puis venir définir la couleur de chaque endroit sur le modèle avec la composante de couleur de la photo. Puis on vient imprimer ça dessus. Fait que là, ça nous crée, ça c'est la poupe. On est capable de recréer cette partie-là qui était bien visible dans les vidéos. Ça nous fait une section complétée, mais étant donné les bris dans la séquence, on est obligé d'arrêter là, puis de recommencer une nouvelle séquence pour un autre côté. Idéalement, là, ça c'est une petite, j'avais juste une quinzaine de caméras, mais normalement, ça va être entre 50 et 300 caméras. On est capable de refaire des bonnes séquences, comme celle-là. Vous voyez, ça c'est tout un côté de la coque. Là. Il y a peut-être, je pense, à peu près 200 caméras. La ligne blanche tout le long représente chaque image du vidéo qui a été alignée, sa position. Puis vous voyez la coque qui se reconstruit comme ça. Là, on voit même, il y a un crabe à l'autre bout, une étoile de mer, puis on voit bien les plaques. Puis on pourrait la tourner, là c'est une photo, mais c'est en 3D.
Vous voyez aussi qu'il a reconstruit des blocs d'eau en haut, parce qu'il y a beaucoup de particules, l'eau est dense là, à ces endroits-là, fait qu'on est perçu comme une forme 3D un peu floue. Fait qu'il va falloir venir nettoyer ça à la main, là, parce que les algorithmes ne font pas la différence. Donc, ça fait des trucs manuels en plus. Comment on fait après ça pour assembler? Ben là, c'est tout un... Ça relève des mesures. On s'est fié sur les mesures que Vincent a montrées tantôt. La carte des profondeurs, c'est des mesures de bathymétrie. On a pris ces mesures-là pour déformer un plan en 3D, pour pouvoir venir positionner après ça comme un casse-tête, là, chaque section, en sachant, en ayant visualisé les vidéos, je ne sais pas combien de fois, là, Vincent a réussi à... Longtemps. Il a réussi à toutes les positionner sur une carte, savoir exactement, bon, l'assiette, ça commence, la séquence vidéo arrête à l'assiette, on continue à partir de là, puis on a réussi à faire les blocs Lego. Puis ben, ça a donné des maquettes comme ça, on en a 2. Ça c'est la première fois là, qu'on peut la voir dans l'ensemble là, à travers la turbidité de l'eau, là, de la proue à la poupe, malgré qu'elle est partielle. La carte que vous voyez, ça c'est 2020, ça c'est 2022, les 2 collectes d'images. En 2020, on voulait plutôt voir on s'est concentré sur le tour de la coque pour essayer de voir les dimensions puis tout ça, puis faire la carte. Puis dans la deuxième plongée, c'était concentré sur les débris là dessus. Alors, oui, d'abord, merci à RQM pour la possibilité d'avoir travaillé sur ce projet-là et pour ce soir. L'organisation de ce soir. Merci au Cœur des sciences aussi. Puis au Cédrin, Isabelle, mon amie, qui m'a invité dans l'aventure. C'était vraiment un plaisir pour Super Splendide de travailler là-dessus. On est une petite équipe. Super Splendide, on aime beaucoup le bricolage. On est composé d'artistes, de programmeurs et de bricoleurs numériques. Et on essaie de voir, c'est parti d'une réflexion critique, si on veut, face au médium numérique, puis à l'immersion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça d'autre? Donc, on fait beaucoup de choses pour l'immersion qui améliore la qualité de vie, puis aussi du travail en culture et du travail avec beaucoup de scientifiques. Il y a maintenant un OBNL qui est né qui s'appelle Super Sublime. Fait que Super Sublime est la petite sœur de Super Splendide, qui est en train de dépasser Super Splendide même. L'OBNL travaille beaucoup en santé. Et puis, on travaille avec plein de chercheurs, que ce soit en neuro, la santé mentale et tout le kit, mais aussi en soins palliatifs, ainsi de suite. Donc, on s'intéresse beaucoup à utiliser l'immersion pour toutes sortes d'autres choses que le divertissement peut réduire. Puis on est 8 environ, là, ça fluctue. L'équipe qui a travaillé sur le Scotsman, il y a environ 4 personnes qui ont travaillé. Donc, on était 2 artistes 3D, il y a eu 2 programmeurs, non, un peu plus. Il y a eu aussi l'audio designer et chez Super Splendide comme tel. Alors, je pense que ça a été super intéressant jusqu'à maintenant, ce qu'on a entendu. Là, le récit de Vincent, le récit de l'archéologue, la portion qui s'est faite en intelligence artificielle. By the way, en passant, ce qu'Olivier faisait, c'est des choses qui sont faites chez Google et NVIDIA en ce moment. C'est l'avant-garde de la recherche de l'imagerie, la reconstitution par intelligence artificielle. Il y a une humilité, là, mais c'est incroyable ce qui se faisait du côté d'Olivier. Puis, dans des conditions qui ne sont pas celles auxquelles s'attaquent NVIDIA et Google non plus. Fait que c'est un projet qui avait beaucoup de matière. Et là, on reçoit ça, on se fait approcher par le Cédrin. « Hey, voulez-vous faire une nouvelle mise en forme d'un contenu scientifique? » Fait que c'est riche, c'est vraiment le fun. Et puis, par quel bout on prend ça? Ouais, Espace Disque est... ouais. J'ai fait la vie dure à cet ordinateur. Alors, au début, la discussion qu'on avait, c'est il y a un rapport de recherche qui a été fait sur plusieurs années, une centaine de pages. Est-ce qu'on peut le valoriser autrement? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ce rapport-là, qui est rédigé par des archéologues, des scientifiques, ne soit pas juste entre les mains, finalement, de la communauté scientifique? Parce que c'est super intéressant, là. Vous autres, vous avez le luxe ce soir. Le rapport, c'est juste un texte. Puis là, ce soir, vous avez eu le rapport verbalisé. Puis il est intéressant. Puis Vincent n'a pas tout dit. Il y a un moment donné, Vincent a contourné le fait que au moment du naufrage, il n'y avait pas de pilote sur le bateau.
puis on ne sait pas pourquoi. Il y a des histoires comme ça qui sont rattachées à ce bateau. Fait que Vincent aurait pu continuer encore 3 heures, mais on faisait attention à vous. Fait que mais il y a là beaucoup, beaucoup de matière. Fait que comment est-ce qu'on peut utiliser ça puis le rendre accessible, intéressant? Et puis, donc, on est parti de là, puis on a regardé qu'est-ce qui se croisait dans ce rapport-là. Bien sûr, la science, l'archéologie subaquatique, à laquelle on n'a pas accès toujours, mais aussi le patrimoine, notre patrimoine, qu'on ne brasse pas si souvent que ça non plus. Il y a le Musée maritime du Québec à Lillet qui fait une super job là-dedans, mais on n'a pas une grosse culture de ça, alors que c'est notre culture. Donc, il y a un aspect culturel, un aspect historique, un aspect scientifique. On voulait couvrir toutes ces facettes-là. Mais on ne voulait pas le faire d'une façon verbeuse. On ne voulait pas le faire dans le didactique. On ne voulait pas que ça devienne une formation. On ne voulait pas avoir le feeling qu'on est en train d'apprendre pendant qu'on est en train de vivre l'expérience de réalité virtuelle qu'on devait faire. On voulait plutôt s'en aller vers quelque chose d'impressionniste. Faire une expérience par laquelle on apprend par l'expérience, par le vécu. Vivre le Scotsman. C'est sûr qu'on allait partir du monument, parce qu'il y avait une volonté aussi scientifique d'être face à ce monument-là, de le sortir de l'eau virtuellement, pour ne pas avoir à le déterrer, parce que c'est impossible de toute façon. Fait que le reconstituer, oui, être face au monument, mais comment est-ce qu'on peut vivre ce monument-là au lieu de juste être face à quelque chose qui est inerte? Fait que comment avoir toute l'infusion de ce qui vient des scientifiques, quand même, qui transpire. Fait qu'on ne voulait pas que ce soit didactique, on ne voulait pas que ce soit verbeux, on voulait que ce soit un sentiment. Donc, on s'est dit, OK, on va mettre les gens dans la situation, dans les souliers ou dans les palmes de l'archéologue subaquatique. On va leur faire vivre c'est quoi. Parce qu'on trouve aussi que le sujet est le fun, le monument est le fun et tout le kit, mais il y a aussi cette profession-là qui est épatante. Et l'histoire, l'aventure qui vient avec, elle est épatante, puis c'est intéressant. Fait que si on se projette, une des facettes, une des choses intéressantes de l'immersion, c'est ça, c'est de pouvoir se projeter dans un autre personnage soi-même. On s'immerge dans un personnage. Fait que le concept de base, c'était ça, de devenir l'archéologue subaquatique. Et on s'est dit carrément, on va faire en sorte que les gens déambulent dans un espace. Donc, finalement, la simulation de réalité virtuelle, c'est un espace de 10-12 mètres par 10-12 mètres où les gens peuvent marcher, se promener sur l'épave. Donc, ils sont au fond du Saint-Laurent quand ils font cette expérience-là. Oui. Ça, c'est des images des plongeurs qui sont allés au Scotsman comme tel. Là. Fait que vous voyez, on en a parlé, la visibilité, tout ça, mais des fois, la visibilité est pire que ça. Encore, comme Vincent disait, il y a une lumière en ce moment qui éclaire la scène, mais sinon, une chance que ça flashlight, là, c'est vraiment l'obscurité ou presque. Il y a du plancton qui nous arrive en pleine face toujours. Moi, je ne suis pas allé. Je suis allé seulement à la surface avec l'équipe de Vincent, mais j'ai vu des tonnes de vidéos là, qui nous ont ramenés. Et là, on a commencé à regarder, bien, OK, qu'est-ce que ça veut dire, cette expérience-là? Si on veut faire vivre l'expérience aux gens, qu'est-ce que c'est? Là, on se disait, bien, le comportement qu'on veut susciter aussi, en tant que concepteur, qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens? Ce qu'on veut faire vivre, c'est un moment qui est calme, qui va à la rencontre de l'épave, qui permet aux gens de scruter, qui permet aux gens de prendre leur temps et d'être dans la contemplation, mais sans être passifs. Ils sont actifs, ils sont curieux, ils sont à la recherche d'un trésor, de mystère, de rêve, à quelque part, parce que quand tu es face à une épave, c'est ça que ça évoque. Fait comment est-ce qu'on suscite ce comportement-là? Un des trucs qu'on a trouvé, c'est de dire, bien, on va y mettre dans le noir, puis il va y avoir juste la lampe de poche, parce que c'est réaliste, c'est ça. Mais en plus, ça a l'effet de faire que les gens marchent très, très lentement et ils sont en train de regarder le fond puis regarder les vestiges avec leur lampe de poche parce que c'est la seule chose qu'ils voient. Donc, on a ralenti le tempo. On fait en sorte qu'ils sont toujours stimulés, mais toujours à la recherche de quelque chose, mais ils ne voient rien autour. Tantôt, il y a quelqu'un qui faisait l'essai puis il a dit, bien, on dirait qu'il y a un requin qui va sortir de l'obscurité. Puis, fait que, il y a cet aspect très, c'est ça, mystère. L'autre élément, c'est que on ne sait pas ce qu'on regarde. Moi, je ne suis pas archéologue, je ne connais pas l'histoire navale, l'architecture navale. Fait que je me faisais envoyer des images par l'équipe et puis je ne savais pas ce que je regardais. Fait que c'était difficile de reconstituer.
vous voyez des images comme ça, puis on ne sait pas du tout ce qu'on regarde. Comment on fait une expérience intéressante pour dire à des gens, cherchez des artefacts, mais vous ne savez pas ce que vous regardez. Fait que les gens se promènent avec la lampe de poche comme ça, puis c'est le fouillis. Donc, pour remédier à ça, on a créé des marqueurs. On a fait des marqueurs, puis Vincent disait, oh oui, ça existe. Des fois, on laisse des traces, on laisse des marqueurs pour dire, ici, il y a quelque chose. On revient une plongée, mettons, l'an prochain ou quelque chose, puis il y a des marqueurs qui ont été posés avec des points d'intérêt. Donc, on a mis des marqueurs, ce qui fait que quand on se promène avec la lampe de poche, on voit des choses. Ah, un marqueur. Et quand on éclaire le marqueur, ça fait en sorte que il y a comme, on est allé un peu dans le futur, puis on s'est dit, bon, bien, si c'est un peu futuriste, il y a peut-être des gens à la surface, comme on est en contact avec le directeur scientifique de l'expédition, qui dit, ah, t'as accroché un marqueur, je vais scanner ça, puis je vais aller chercher des données. Puis là, il nous affiche des données en réalité augmentée, ploup, dans notre masque. Et là, ça dit, ah ouais, OK, tu as trouvé tel truc, c'est super le fun, puis il nous détaille. Fait que de cette façon-là, on a de l'information, puis ça, on a pris textuellement des extraits du rapport de recherche, copy-pasté, on l'a juste mis dans un français verbal, disons. Et c'est quelqu'un de Matane qui a enregistré les voix, qui est Marc Tremblay, qui a fait une job de fou. Et donc, c'est très, très sympathique. Ça ne file pas robot, même que quand tu retournes 2 fois sur le même marqueur, il commence à te bitcher un peu, puis il dit « Ah là, tu devrais peut-être regarder d'autres choses, là. » Fait que, on a pris le soin d'avoir quelque chose de vivant puis d'une chaleur dans ça, mais d'avoir tout le savoir qui peut être quand même ramené en contrôlant un peu ce qui se passe, c'est-à-dire en générant le comportement de prendre le soin de regarder, être à la recherche de certaines choses. Qu'on peut remarquer. Parce que donc, on a cet effet-là de lampe de poche, comme vous voyez, là, sauf que dites-vous que c'est encore plus noir. Comme par exemple, ça ressemble plutôt à ça en réalité virtuelle. Ça, c'est un montage photo, c'est pas la réalité virtuelle comme telle. Et ce que ça a de l'air, quand on a... j'ai fait une reconstitution PowerPoint de réalité virtuelle, vous allez voir un peu quel genre de moment on peut vivre quand on éclaire un marqueur. Alors... Écoutez bien ça, l'histoire est très intéressante. Le navire remontait le Saint-Laurent en provenance de Montréal après être passé par Québec. Il semble avoir percuté des récifs dus à des vents violents. Les conditions de navigation étaient tellement difficiles qu'un seul des 9 membres de l'équipage a réussi à embarquer dans une chaloupe avant de dériver vers l'île Saint-Barnabé. Il a été recueilli là-bas le jour suivant. Fait important, le navire n'avait pas de pilote au moment de l'accident, ce qui aide à expliquer son naufrage. Il y a aussi l'hypothèse voulant que le phare de l'île Biquette ait été éteint au moment du drame. Alors là, il y a un carrousel d'images qui devait rouler, puis j'ai malheureusement cliqué dans la slide, donc ça a interrompu le carrousel. Mais donc c'est ça, on a des éléments graphiques qui sont ajoutés alors qu'on est sous l'eau. On se promène, on a du plancton qui arrive, on voit presque rien, puis là, tout à coup, il y a un encadré qui apparaît autour du marqueur. Ploum! Puis là, le directeur nous parle comme ça. Puis des fois, le directeur aussi nous dit, c'est entre les marqueurs, on se promène, puis là, il dit, OK, on lâche pas, vous faites bien ça. Puis, fait qu'il y a toujours sa présence. Et en plus, c'est une application qu'on a faite pour 4 personnes. Donc, c'est multijoueur. Et donc, les gens qui vont être au Musée maritime du Québec, qui vont vivre l'expérience, vont être dans une grande salle, ils vont être 4. On fait ça pour les familles, finalement. Donc, on voulait que les enfants, les plus grands, les plus vieux, puissent tous jouer ensemble et partager. « Ah, j'en ai trouvé un! » Puis là, il reste allumé pour tout le monde. Tout le monde ne va pas entendre en même temps ce qui se dit. Il faut vraiment que tu ailles toi-même déclencher le marqueur. Mais tu vas voir ceux qui sont restés allumés pour... donc, les gens peuvent s'entraider. Mais en même temps, personne n'a un rôle spécial. Personne ne va dire « Ah, je voulais faire ce rôle-là. » On aurait pu faire une expérience comme ça, asynchrone, mais on ne voulait pas générer de chicane dans les familles. L'autre chose, c'est que je n'ai pas pris le contrôleur. J'ai le casque de réalité virtuelle ici avec le contrôleur. Donc, une autre contrainte design qu'on s'est donnée, c'est de faire une application entière sans aucun bouton apaisé. Parce que ça, ici, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est une manette de casque de réalité virtuelle Oculus. Donc, comment est-ce qu'on prend ça? Déjà, c'est comme, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on prend... Mais ça, il y en a 2. On prend ça comme ça. La moitié du temps, les gens ne le prennent pas dans la bonne main parce qu'il y a une main droite et une main gauche. Fait que, il faut savoir déjà un peu s'en servir. Nous autres, on ne voulait pas. On a 10 minutes avec la personne. On veut que les gens puissent s'enchaîner puis qu'il y ait beaucoup de visiteurs qui puissent essayer. Donc, on ne veut pas que les gens aient besoin d'apprendre une interface. Et donc, les boutons ici, quand on n'a jamais vu ça, la réalité virtuelle, surtout le Oculus, c'est très ergonomique, mais quand tu connais ça.
Fait qu'au début, c'est ça. Donc, tout ce que c'est, la manette contient, c'est un iPad dans la main gauche qui nous permet de voir combien d'éléments il reste à trouver dans l'espace où on est, et la lampe de poche qu'on peut juste orienter vers... On fait juste orienter la lampe de poche vers le sol ou vers les vestiges. Donc, il n'y a aucun bouton. On a fait quelque chose de le plus accessible possible, accessible pour tous les types de publics, dans un temps vraiment rapide d'adoption. Alors ça, c'est la partie design, tous les choix qu'on a faits pour prendre les gens par la main sans qu'ils le sentent, transmettre l'information sans qu'ils le sentent, créer une impression forte d'être sur les lieux, puis avoir un bon moment. Vraiment, une des raisons d'avoir un moment calme, contemplatif, c'était de ressortir avec, inspiré, avoir un bon moment, être piqué avoir la curiosité piquée par cette épave-là. Maintenant, comment est-ce qu'on reconstitue l'épave? Donc, Olivier a montré les technologies qui sont disponibles pour faire la reconstitution. Et malheureusement, on n'a pas pu réutiliser ce qu'Olivier a pondu comme super travail. Pourquoi? Parce que cette machine-là, c'est pas un casque qui est branché sur un ordinateur. L'ordinateur est dans le casque. Et donc, vous comprendre que c'est un petit ordinateur. Cet ordinateur-là est l'équivalent d'un téléphone Android. Donc, mon téléphone est probablement meilleur que l'Oculus parce qu'il date de cette année. C'est un ordinateur qui a un bon GPU, mais qui est quand même limité en termes de capacité de processing. Et donc, vu que c'est du temps réel, de la 3D temps réel, ça veut dire que dans un film, il y a 24 images secondes, un film qui a été tourné analogue. Fait qu'il y a 24 images secondes qui défilent devant nos yeux pour créer un film. Avec la réalité virtuelle, c'est 72 images secondes pour que ce soit fluide. 72 images que l'ordinateur doit calculer à chaque fois. Donc, 72 images calculées à chaque seconde, ça veut dire que ça prend une capacité de rendu qui est très puissante. Et les ordinateurs sont puissants. C'est un casque très puissant pour le prix, mais c'est difficile d'avoir une grande complexité de visuel. Et donc, il a fallu qu'on reconstitue de toutes pièces. Il a fallu qu'on modélise chaque partie à la main en mode plutôt artiste que technologue ou que programmeur. Il a fallu qu'on reconstitue le visuel. Donc ici, vous avez une vidéo qui n'a pas de son. Ça, c'est un film. Donc, on a travaillé avec énormément de films qui ont été fournis par Daniel et Vincent, par l'IRMAS. Des films c'est les plongeurs qui ont longé, qui ont scruté toute l'épave. Ça, c'est la photogrammétrie que Vincent a générée avec les algorithmes d'intelligence artificielle. Olivier. Fait qu'on peut voir ici les trompes d'eau. Il y a plein de volumes d'eau verts là, parce que c'est du plancton qui avait l'air de volume aux yeux de l'algorithme. Et après ça, on a reconstitué, on a refait à zéro. Ça, c'était un travail en cours, donc ce n'est pas le final. On a sali les choses après, on a mis plus d'oursins, on a mis plus de coquillages. Mais vous voyez que donc on a repris la réalité. L'intelligence artificielle que Olivier a faite nous a été super utile. Si Olivier n'avait pas été là, je ne serais pas non plus parce que je serais dans un hôpital psychiatrique. Mon cerveau aurait fondu. Parce que se promener à travers tous les films générés par les plongeurs, c'est un casse-tête là, de fou. Là. Puis en plus que je ne connais pas l'architecture navale. Donc, c'est ça. Et donc, en équipe, quand on regardait ça, on ne savait pas qu'est-ce qui était quoi. L'apport d'Olivier dans ce projet-là, vraiment, ça a été de faire une maquette sur laquelle on pouvait dire, OK, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est à cette échelle-là. Donc, c'était une énorme avance. Mais dans un projet futur, ce serait le fun que ce qu'Olivier faisait, bien là, ça va être rendu un peu plus avancé. Les technologies continuent à se déployer. Peut-être que les technologies de captation aussi vont être encore plus précises au niveau de l'exploration archéologique. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation humaine. C'est une maquette 1 pour 1. Ça a une valeur scientifique encore plus grande. Là, la valeur impressionniste de vulgarisation, de valorisation scientifique est très grande avec ce qu'on a fait. Mais pour les chercheurs, ce serait encore mieux d'avoir la vraie reconstitution telle qu'Olivier la faisait. Fait que ça a été un travail d'équipe. On a joué au ping-pong beaucoup dans ce sens-là. Mais dans tout le projet, c'était interdisciplinaire à un très, très haut degré parce qu'avec les plongeurs, avec les archéologues, avec le Cédrin, ça n'arrêtait pas de se promener. C'était vraiment bien.
Donc, la reconstitution qu'on a faite ressemble plus à ça. Là, l'ambiance n'est pas là. C'est sûr que ça, c'est dans l'outil de travail, fait qu'il n'y a pas l'éclairage, il y a pas... Mais vous voyez qu'on a refait chaque morceau, refait chaque oursin, refait chaque coquillage, puis chaque crabe. Il y a vraiment un crabe qui est là sur des images. Et on peut se promener dedans. Ici, il y a la lumière de pont, dont on parlait tantôt, qui est enfouie sous du sable dans la version finale. Ça aussi, c'était une version en cours de travail. Vous voyez qu'il y a de la flore et de la faune marine. Il y a toutes sortes de trucs. C'est sûr que je ne parlerai pas de tout, mais il y a plein de trucs qui sont utilisés là pour que ça marche sur un petit ordinateur comme ça. Et sinon, ça ne pourrait pas. Ne serait-ce que le fait que quand on se recule de plus en plus, il y a des objets qui disparaissent ou il y a des objets qui se dégradent, qui deviennent de moins en moins détaillés parce que, de toute façon, c'est rendu une coupe de pixels dans ton masque et donc tu t'en fous. Donc, il y a beaucoup de travail d'optimisation qui a été fait de ce sens-là. Ça, c'est par exemple une poutre. Ça ne veut pas dire que c'est retravaillé de façon légère, que ce n'est pas hyper réaliste. Ça, c'est un objet qu'on a utilisé d'une banque d'objets qui existe sur Internet, qui s'appelle Megascan, qui font, eux, de la photogrammétrie, mais qui l'optimisent pour les dispositifs un peu moins puissants que les ordinateurs et les consoles de jeu. Ça, c'est un oursin. L'oursin, je les ai refaites 4 fois, les oursins. Finalement, ce que c'est, si je mets en grillage à poule, c'est juste des pics. Puis ça a été la solution la plus légère. Parce que cette machine-là calcule très mal les transparences. Donc, quand je faisais des textures où il y avait du découpage en transparence, les performances explosaient. C'était ridicule. Donc, ici, dernière image, on voit les douves, on voit les barils. Vous voyez plein d'objets que Vincent a nommés tantôt. Et ça, c'est ce que ça a l'air en triangle. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins de triangles que dans les éléments reconstitués par algorithme par Olivier. Et on aurait pu travailler à optimiser l'intelligence artificielle, mais finalement, on aurait tout massacré. Ça allait plus vite de le refaire parce qu'il fallait que la structure de chaque objet soit faite différemment. Mais encore, on revient, prendre la lampe de poche, faire une simulation qui te fait ralentir et faire attention à chaque place où tu mets ton pied, ça nous a aidés. Fait que les intentions de design de départ ont été vraiment utiles artistiquement après parce qu'on s'est servi de l'obscurité. Tout ça, c'est presque tout caché dans le noir. Fait qu'à partir de 5 mètres, on pouvait cacher tous les éléments puis mettre la gomme sur ce qui est proche et mettre le paquet en termes de détails dans ce qui est proche parce que c'est juste ça que tu vois. Au loin, tu vois des silhouettes, c'est tout. L'autre élément qu'on a utilisé pour ralentir, peut-être que vous pouvez le sentir ici un peu, mais quand c'est en réalité virtuelle, on le sent vraiment, c'est que le sol est cabossé. On y va doucement au début, on fait un sol plus plat dans la première section de l'épave, mais plus ça avance, plus il y a des dénivelés, plus il y a des bosses dans le sol, des côtes que tu ne veux peut-être pas t'aventurer parce que tu sens « Oh, je vais flotter au-dessus de ça, qu'est-ce qui se passe? » Mais ça aussi, ça sert à ralentir le pas parce que tout le monde fait attention où ils placent leurs pieds, puis ils avancent tranquillement. Des fois, on sent qu'il faut qu'on enjambe le bordage. Donc, c'est tous des trucs qu'on a utilisés pour composer l'expérience qu'on souhaitait offrir, c'est-à-dire de ralentir, et de vivre un moment qui est paisible tout en étant actif et curieux. Ça, on l'a vu. Dernier mot pour dire, puis peut-être je vais passer la parole à Dany, mais que tout ça va être visible à partir du mois de mars au Musée maritime du Québec, avant de peut-être partir en tournée on ne sait où. Mais ça va nous faire plaisir que tout le monde l'essaye en trombe. Vincent l'a essayé pour la première fois ce soir. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Wow. Dany, on va passer à la période de questions directement. Je suis ici. Tout à fait. Donc, je vais t'aider peut-être à répartir. Si tu veux peut-être t'asseoir pour répondre aussi en même temps. Moi, j'aime bien debout, de toute façon, dans 4 chaises. Alors, je vous invite à vous lever, ceux qui veulent poser des questions. Vous avez 2 micros de chaque côté. Ah, je pensais que madame voulait poser une question. Est-ce que peut-être tu veux commencer, toi, par un début de discussion en attendant que les gens se lèvent? Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Attendez, monsieur, il y a quelqu'un qui est avant vous. Alors, madame, on vous écoute. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. C'est une question juste un peu cocasse, là, je pense. Si jamais, c'est une question qui s'adresse à vous. C'est quoi votre nom?
Jean-François. Merci, c'est ça. Si jamais la personne décide de comme aller genre à fond la caisse dans le parcours, mais comme sans se soucier de la lenteur que vous lui infligez, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Rien. Ah. C'est-à-dire, tout le monde est libre. Tout le monde peut s'approprier cette expérience-là comme il souhaite. Moi, j'aime beaucoup, de toute façon, plus un sujet est dense, plus j'aime laisser de la place au spectateur ou à l'usager. Fait que dans ça, tu peux vraiment la vivre comme tu veux. Si tu veux pas chercher les marqueurs, mettons, puis tu veux juste te promener puis regarder comment c'est fait techniquement, ou si tu tripes à avoir du plancton qui t'arrive en pleine face, puis tu veux te coucher à terre puis juste éclairer le plancton, tu peux le faire. Il n'y a personne qui va perdre. Personne ne peut perdre. Mais tu vas sentir le stress, par contre, parce que après un certain nombre de minutes, le directeur scientifique va te dire « OK, on n'a plus le temps, il faut qu'on aille ailleurs. Okay. » Fait qu'on se téléporte à un autre lieu. Fait qu'on sent le stress que on a vraiment juste 12 minutes pour faire l'ensemble de l'expérience. Mais si quelqu'un veut se mettre à courir, il faut juste qu'elle ait un bon sens de l'équilibre en réalité virtuelle. OK, ouais, merci, c'est tout. Oui. Monsieur, et puis après on ira à l'autre côté de la salle. Oui, moi, la question, c'est concernant justement prendre le modèle d'intelligence artificielle et réduire sa complexité pour pouvoir le rouler sur le casque. On en a parlé un petit peu, tu en as parlé un petit peu. C'est quoi les défis techniques que ça représenterait? Peut-être Olivier, ou je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que si on pouvait avoir quelque chose qui est générique, là, qui pourrait se... On a essayé plusieurs façons. Les dernières façons qu'on avait tentées, c'est qu'Olivier avait généré des matériaux, même par intelligence artificielle, puis les avait envoyés. Puis finalement, on a pu partir de trucs que tu avais envoyés. Pour ce qui est de la structure des objets, il faut tellement que ça soit optimisé, il faut tellement que ça soit... il faut que ça soit conçu d'une façon tellement de type décor Hollywood. C'est pas la bonne analogie, mais il faut pas que ça soit fait comme ça serait dans la vraie vie. Parce que c'est trop. Fait qu'il faut optimiser dans tellement drastiquement qu'il aurait fallu qu'on refasse. On aurait tout gâché le travail de toute façon. Pour ce dispositif-là. Si c'était sur une PlayStation 5, par exemple, ou si c'était sur un ordinateur, là, ça serait déjà plus possible, effectivement. Ouais. Je voudrais rajouter aussi que les algorithmes vont pouvoir le faire, réduire la complexité, sauf qu'il n'y a pas l'intelligence humaine de dire, peut-être que mettre autant de triangles sur une algue qu'on ne voit presque pas dans le coin, c'est pas si utile que ça. L'algue, on pourrait l'effacer complètement puis mettre à place plus de détails sur un bout de bois qu'on regarde. Cette partie-là, qui est de l'interprétation, elle ne sera pas là. Donc, c'est sûr qu'un travail humain est encore mieux que la machine à ce niveau-là. Il y a aussi des artefacts. Un artefact qui n'en est pas un, c'est que des fois, le crabe était figé ou les choses étaient comme prises parce que... Donc, il aurait fallu qu'on... Si on voulait des choses qui peuvent bouger, par exemple, il aurait fallu qu'on l'enlève, qu'on l'efface, qu'on en crée un nouveau. L'autre artefact, c'est que les choses ont l'air d'être un peu comme... fondus ensemble, parce qu'il y a comme des... on ne peut pas avoir toute la complexité des formes. Donc, des fois, les choses ont l'air d'être fondues. Les oursins étaient comme des puffs fondus sur le... Donc, ce n'est pas nécessairement l'esthétique qu'on voulait aller chercher non plus. Fait que ça, il aurait fallu qu'on recrée, même pas pour des questions d'optimisation, mais aussi d'esthétique. Mais c'est sûr que pour des scientifiques qui auraient voulu... ça dépend de ce qu'on vise. Nous autres, on le faisait pour un public. Si ça avait été pour des scientifiques, on se fout de ces éléments cosmétiques-là. Ça aurait été mieux d'avoir la vraie chose pour un but scientifique seulement. Monsieur? Oui, en fait, moi, ma question, c'est plus par rapport à la captation, parce que vous avez fait une captation, puis il y a peut-être possibilité qu'il va y avoir une prochaine étape par rapport à si vous êtes capable d'avoir encore du financement pour replonger, puis tout ça. Puis je me demandais si vous aviez regardé par rapport à l'avancement dans la technologie de la captation par rapport aux vidéos et les moteurs de jeux vidéo, quelque chose qui est en train de se retrouver, mettons les choses qu'on a vues dans Mandalorian, des affaires comme ça, où est-ce qu'on va avoir comme des points de repère, littéralement, qui vont être enregistrés sur des ordinateurs. Pensez-vous que si ce genre de technologie serait possible d'apporter ça dans le fond, si on peut dire, pour aider à capter justement, avoir des données qui vont être déjà préétablies au lieu qu'on soit dans une position où est-ce qu'il faut qu'on va tout déconstruire avec un concept purement avec... Parce que vous parliez déjà
d'avoir 2 caméras, pour essayer d'imiter justement la vision humaine. Mais si vous auriez des données presque, on peut dire GPS ou même de moteur, ou je pense même peut-être avoir plusieurs caméras pour faire un espace 3D qui puisse comme faire presque cartographier tout l'ensemble de l'endroit, est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? Est-ce que c'est impossible d'amener ce genre de technologie-là dans le fond? C'est un peu ça mes interrogations, parce que je viens plus d'un monde du cinéma, fait on commence déjà à avoir ce genre d'affaires-là qui commence à prendre la place. Mais pour le Mandalorian ou des technologies comme ça de film virtuel, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on aurait l'effet tapisserie. C'est-à-dire que c'est intéressant pour le bénéfice de tout le monde. L'idée, c'est qu'on peut générer des images de synthèse dans des séries télé, dans des films, qui sont projetés sur des écrans lors du tournage. Les premiers qui avaient fait ça avec succès, c'était dans le film Gravity avec Sandra Bullock, qui avait reconstitué des cockpits ou des sections de stations spatiales. Puis Sandra Bullock avait son harnais. Ils ont effacé le harnais après le tournage numériquement. Fait qu'elle flottait là-dedans. Ce qui était le fun, c'est que les écrans, non seulement servaient d'arrière-plan très réaliste, mais en plus, ça éclairait le sujet. Ça éclairait Sandra Bullock avec de la lumière, comme si l'environnement émettait cette vraie luminosité-là. Ça a avancé énormément, puis maintenant, il y a un moteur de jeu vidéo qui est devenu très, très utilisé en cinématographie, qui s'appelle Unreal, qui permet de... au lieu d'avoir des écrans verts, comme les effets spéciaux avant avaient des écrans verts qui permettaient d'effacer l'écran vert, d'isoler les sujets, puis après ça, de faire un compositing, de compositer le sujet qui était filmé sur des images d'arrière-plan. Mais là, ça se fait en direct. Pendant qu'un comédien joue, on peut avoir une image sur des écrans qui est projetée derrière lui, puis on peut mettre un cube d'écran, et on filme le sujet. Puis le cube d'écran, c'est en fait un dispositif immersif pour l'acteur. Fait que quand on filme l'acteur, il a l'air d'être dans le Nevada. Mais le Nevada est généré par un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo très, très, très sophistiqué, ultra précis, ultra réaliste. Puis quand on regarde le film de ça, qu'on voit l'acteur devant des écrans géants de Nevada dans un moteur de jeu vidéo, on a l'impression qu'il est là pour vrai. Donc ça reste quand même... C'est super intéressant comme approche. C'est une super bonne question parce que, oui, on pourrait atteindre un bon degré de réalisme, mais ça resterait une tapisserie dans laquelle on peut déambuler, mais on ne peut pas contourner rien. On ne peut pas faire le tour, on ne peut pas manipuler des objets. On s'est demandé, des fois, pendant la simulation du Scotsman, est-ce qu'on devrait donner la possibilité aux gens de prendre les artefacts? Finalement, on s'est dit, non, on ne veut pas aller là parce que les scientifiques nous disent on peut détériorer le site si on prend des objets. Donc, on a dit... Puis en plus, c'était une difficulté ou une complexité d'interface qu'on ne voulait pas ajouter pour que les gens pourraient être complètement accessibles. Mais il reste que quand on marche puis qu'on enjambe le bordage, c'est pas une tapisserie à ce moment-là, c'est un objet physique, entre guillemets. C'est vraiment un objet 3D. Et c'est ça qu'on recherche. Et c'est pour ça que l'approche d'avoir la photogrammétrie puis des algorithmes, ça va devenir très, très puissant. Je pense que ça va supplanter très rapidement les techniques de... la vidéo 360, la photo 360, bientôt, on va oublier ça. Ça va avoir été une étape dans l'évolution, parce qu'on va voir beaucoup plus, c'est le LIDAR. Le LIDAR, c'est comme un radar, mais avec des lasers. Fait que le LIDAR, ça peut détecter plein de points. Fait une technologie qui peut être utilisée dans le fond de l'eau présentement, la prochaine qui serait intéressante, ça serait peut-être du LIDAR. Sinon, c'est d'avoir la photogrammétrie avec des algorithmes encore plus poussés, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il y a des petites caméras genre Kinect qui envoient une lumière structurée ou un time of flight qu'on appelle. Là. Il envoie un faisceau puis il calcule le temps que ça prend avant qu'il revienne, un peu comme un LIDAR. Peut-être qu'il y aurait moyen de... Je dirais que rendu là, c'est peut-être juste une question de financement, là, de pouvoir l'acheter puis l'envoyer. Exact. Parce que ça serait très désirable. Là. Puis à la limite, même augmenter la résolution du 4K, 8K, ça donnerait énormément de... Puis ça éviterait les problèmes de fondu que tu parlais tantôt. Là, on pourrait les voir chacun des pics de chaque oursin parce que la résolution serait tellement bonne. Fait que c'est l'évolution, c'est vers là que ça va. Ouais. Il y a eu certaines vidéos quand il y a une captation avec un géoréférencement, le robot sous-marin, mais pas suffisant pour pouvoir replacer dans l'espace. Mais pour revenir au résultat final, finalement, vous n'avez pas eu vraiment de teaser, mais
J'ai vécu l'expérience juste avant, peut-être c'est pour ça que j'avais l'impression d'être un peu high, mais j'ai vécu les 12 minutes, je n'avais jamais vu. Pour avoir été là-bas, c'est incroyable. Bien sûr, dans la salle, il y a peut-être des gens qui vont voir aussi les petits détails, mais l'expérience, c'est extraordinaire, c'est plus réel, parce qu'on ne voit jamais l'épave au complet quand on est solo, mais avec la reconstitution de Jean-François, c'est... Bref, je vous encourage à aller le voir en mars, et moi, j'en reviens pas. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 2 dernières questions, madame. Oui, bonsoir. Vous avez montré des belles photos aériennes qui ont été prises par un drone. Et je me demandais où est-ce qu'on en est actuellement. Est-ce que ça existe les drones aquatiques ou des robots aquatiques qui seraient capables de capturer de belles images, qui pourraient prendre des vidéos pendant des heures? Parce que j'imagine que c'est assez contraignant de devoir envoyer des plongeurs pour quelques minutes. Donc je me demandais, est-ce que vous en savez plus là-dessus? Est-ce que c'est un défi technique, financier? Est-ce que ça existe? Est-ce que, ouais. Je pense que c'est une technologie qui est en cours de... Bonne question, mais c'est une technologie qui est en cours de production. On n'a pas encore de bons exemplaires. À moins peut-être, je me tourne vers certains irmaciens, mais je crois que c'est pas une technologie... On aimerait beaucoup ça, mais c'est comme les lasers. C'est la diffraction de la lumière dans l'eau, ça ne permet pas encore aujourd'hui de pouvoir avoir des bons résultats, mais j'espère qu'à l'avenir, je pense qu'on s'en va vers là, c'est avec des ROV, des robots beaucoup plus gros, qui ont différentes technologies de télédétection qu'on vous a montrées. Ça, c'est l'avenir. Je pense que ça va se faire, mais on est un petit peu au début encore. Madame? Oui, bonjour. Déjà, merci pour ce travail, c'est magnifique. C'est très instructif, surtout pour les gens qui n'aiment pas faire la plongée dans l'eau froide. Mais oui, je pense aussi ça pourrait... en fait, comment vous choisissez vos projets pour faire de début jusqu'à la fin? Je pense, par exemple, pour instruire les gens par rapport au corps humain, les vaccins, une colonoscopie. Je ne sais pas, c'est pour instruire, c'est un outil très, comment on dit, powerful? Puissante, voilà. Super bonne question. Isabelle? Oui. Vas-y, Jeff. Vas-y. C'est surtout la question comment on fait pour monter des projets du début à la fin qui m'intéresse. Ça prend des amoureux. Ça prend de l'argent, ça prend des ROV, ça prend Unity, du monde qui tripe ses maths en tabarnouche. De la folie. Mais ça prend des amoureux. Parce que, mon Dieu, oui, il y a de la turbidité dans l'eau, là, mais quand on commence à vouloir faire un projet du début à la fin, on rencontre à peu près tous les ouragans possibles. On l'a dit tantôt, le projet a commencé en 2018, puis c'était pas ça la portée du projet, de voir la mer. Hein? Et on a juste décidé de suivre le courant. Puis, au début, Jean-François n'était pas là. Jean-François est apparu comme étant incontournable à un moment donné, parce qu'on a fini par converger vers une idée qui allait associer des organisations qui voulaient trouver une manière de travailler ensemble. Puis on parle de passion ici. Là. Je pense que autour de la table, là, ou en tout cas autour des chaises, il y a beaucoup de passion. Fait que c'est ça que ça prend, parce que c'est un projet quand on commence à parler d'interdisciplinarité, puis de faire du transfert aussi entre des domaines qui ne sont pas naturellement portés à travailler ensemble. On pense à les arts, les sciences, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les experts en ville, les experts en région. Donc, on s'adresse à des écosystèmes qui ne travaillent pas naturellement ensemble. Donc, ça prend vraiment un effort de gens qui ont envie de le faire. Donc, là, je te laisserai peut-être la parole, Jean-François, parce que Jean-François, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Puis on en a fait plusieurs, des projets comme ça. Puis le pattern, hein, la tendance lourde, c'est qu'on a envie de travailler ensemble. On a envie de faire des choses ensemble. C'est ça. Mais je ne dirais pas grand-chose parce que j'allais dans le même sens. J'allais dire, ça prend du monde qui ne fait pas la même affaire. Tu sais? Passionné, mais du monde aussi qui a différents points de vue, qui a différentes pratiques. Tu sais, l'interdisciplinarité. Puis dans ce sens-là, je trouve que vous avez joué un beau rôle de chef d'orchestre au Cédrin parce que vous étiez vraiment
en train de coordonner tous ces efforts-là, ayant un mix entre la science, la technologie, puis le côté divertissement, art. Là. Fait que c'est ça prend un paquet de monde différent et une coordination que vous avez jouée. Je pourrais aussi répondre en partie à la question de l'utilité de ça. Donc, on a aussi, ici, c'est un peu, l'expérience a été conçue pour l'émerveillement, pour être calme, pour aller explorer, se faire confiance. L'exemple que vous mentionnez à propos de la colonoscopie ou des choses plus pratiques, c'est peut-être pour... un exemple pour les femmes, en fait, c'est ça. Ouais. Si on a peur de se faire étudier, mais au moins on va savoir comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est important. Si je prends vraiment un gros pas de recul, une des missions qu'on a aussi avec les projets dans le maritime qui sont interdisciplinaires, c'est qu'on développe une relation avec le maritime, qui est peut-être pas... On se fait souvent le constat qu'au Québec, on vit sur le bord d'un Saint-Laurent. Notre climat et tout est affecté par l'océan global qui nous connecte avec tous les endroits de la Terre, mais on n'a pas collectivement le lien un lien si proche qui nous lie au maritime. Donc, un des buts aussi, c'est vraiment juste de nous plonger dans qu'est-ce que c'est la mer, puis d'établir par toutes sortes de sens, et puis le cerveau, le cœur et tout, une relation avec ça pour que on puisse employer le mot peur, donc réduire un peu les peurs, puis peut-être même avoir envie de se rapprocher de ce médium-là. Donc, ça touche les éléments de la culture, de l'histoire, de l'identité vis-à-vis le maritime, en gros. Peut-être une vraie dernière question, monsieur, puis après on passera au mot de la fin. Oui, bonjour. Une petite dernière question, plus au niveau archéologique, peut-être pour Vincent. Je voulais savoir un peu, c'est quoi les conditions qui ont empêché un peu d'avoir des vraies fouilles archéologiques sur l'épave? Parce que je sais que vous avez mentionné aussi les collections privées. Puis je me demandais, est-ce qu'on peut dire merci aux pilleurs d'épave pour les informations qu'ont données les artefacts pour l'identification de l'épave? OK, alors, première question. On n'a pas été empêché de faire les fouilles, on ne s'est pas rendu encore là. L'étape première, c'était vraiment de ce que vous avez montré, d'identifier vraiment les parties significatives. Mais c'est notre étape. J'en ai pas parlé, mais j'ai parlé, j'aimerais ça qu'on étudie la faune, la flore, qu'on étudie plus le bois. Mais oui, faire la fouille, ça serait l'étape. En fait, en archéologie, dans le processus qu'on vous a montré, il y a eu les archives, il y a eu l'inventaire avec les détections. Ensuite, on est allé sur l'épave, mais il resterait encore la fouille. Ça, on est... Et pas encore empêché, on s'en va vers ça, je pense. Puis pour ta deuxième question, oui, je suis d'accord avec toi que souvent, oui, c'est sûr que c'est toujours tentant d'aller ramasser un objet sur une épave. C'est pas ce que nous, on recommande. Parce que quand on enlève un objet du contexte, ben ça, tu perds ce contexte, tu perds ce lien avec les vestiges ou ce lien avec la mer aussi, qui l'a préservé. C'est une bonne chose, mais il faudrait justement, c'est ça, qu'on puisse faire des inventaires, qu'on puisse faire de la fouille et documenter par couche, documenter par période ces objets qu'on va découvrir dans le futur. Et je pense qu'on en a parlé avec Jean-François, mais l'étape suivante, c'est de continuer de faire ce beau projet, comme on a fait avec tous ces beaux participants, de documenter plus, puis d'aller chercher Patrimoine Canada, d'aller chercher d'autres subventions. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il manque... Okay. Merci. Bien, en guise de mot de la fin, je vais être bref. Donc, je vous remercie d'être resté avec nous pour cette aventure. On espère qu'on aura justement cultivé ce lien avec le maritime. Je voudrais vraiment vous remercier, chers collègues, certains qu'on rencontre. On va aller poursuivre la discussion après. J'ai très hâte de voir l'exposition. Je vous invite aussi au Musée maritime. Mais on va essayer de travailler fort pour rendre cette exposition-là itinérante et de poursuivre aussi l'aventure en recherche avec d'autres épaves. Donc, on a beaucoup de choses dans Voir la mer et dans le portefeuille de projets qui nous attend. Donc, stay tuned, comme on dit en français. Merci beaucoup, tout le monde.